pas croire que j'ai des notes sur toi, quoi. Putain. Je te laisse une dernière chance de ne pas faire cette interview. Est-ce que ça t'intéresse? Non, je suis bien ici. Ok. Laurent, bienvenue au Jabal Café. Je suis ravi que tu sois là. Moi, c'est Jabal et je suis très content de t'avoir en invité aujourd'hui au Jabal Café. C'est très spécial. Je ne sais pas si on en fera d'autres. J'espère. On verra à la fin de cette interview. Laurent, qui est mon ami et qui est aujourd'hui avec moi au Jabal Café. Laurent, pour moi, c'est une énorme influence. Je suis d'autant plus touché de l'avoir aujourd'hui puisque j'ai un passé de radio et j'ai toujours voulu en faire mon métier étant plus jeune. J'étais comme toutes ces personnes qui écoutaient la radio et à cause de lui, j'ai voulu faire de la radio. Laurent a commencé à faire de la radio quand il était ado, fin ado. Ah ouais, ado. Ouais. Dans les années 90, peut-être 96. Et il vient de rendre son contrat. Ça fait plus de 20 ans de bons, j'allais dire bons et loyaux services. Bon, je dirais bons et loyaux services. Toi, tu diras déloyaux, peut-être. Non, c'était frais jusqu'à la fin. C'est cool. Et c'était la génération 88.2 qui a été, et qui l'est encore, je leur souhaite vraiment de le rester jusqu'au bout, la hip-hop soul radio à Paris. Son nom a toujours été simplement Laurent, ou alors Laurent, comme j'aime t'appeler, ou alors Slow Jam Laurent. C'est sûrement comme ça d'ailleurs que j'appellerai cette interview. Si tu vois pas... Tu es le bienvenu. Merci. Pendant 20 ans, pour moi, tu as contribué à la radiodiffusion massive du hip-hop en France, surtout du R&B, surtout à Paris et à travers la radio, encore plus du R&B, puisque grâce à ton amour pour le R&B et pour les programmations, ton émission s'appelait tout simplement Slow Jam, c'est comme ça que je t'ai connu. Et donc j'ai toujours été le seul, l'unique, et le number one fan, auditeur, que ce soit clair, il n'y en avait qu'un qui écoutait ça, et c'était moi. Et j'étais bien content d'être fidèle auditeur. J'ai pu te voir depuis ces dernières années vraiment tout déchirer en termes d'audience, médiamétrie. Comment on dit ça chez les indés de radio, des choses comme ça. Ça, c'était la régie publicitaire, ouais. Et j'étais très fier de toi, franchement bravo. Merci. Bravo, c'était moi qui sais ce que c'est que de faire des points en radio, de voir l'audience de Génération décoller comme ça et avoir vraiment une grosse audience. Chapeau. Honnêtement, ça a été pas simple de travailler avec toi. J'ai travaillé avec toi pendant quelques années, j'en garde des fabuleux souvenirs. Mais voilà, on a travaillé ensemble que quelques années, mais j'ai gagné beaucoup de choses et je t'en remercie dès maintenant parce que franchement c'était vraiment des belles années, des belles expériences et surtout j'en ai gagné un ami à l'époque, maintenant et encore aujourd'hui. Et j'arrive pas à croire que ça fait plus de 10 ans qu'on a été et qu'on est encore amis. Parfois tu as été mon seul ami, parfois tu as été mon meilleur ami et pour ça, merci. Slow Jam Laurent, bienvenue au Jabal Café. Putain, j'ai mis l'impression directe dans l'intro. C'est énorme. En train de lire et tout, c'est la première fois que je te vois lire, arrête tes conneries toi aussi. Attends, je le faisais quand on travaillait ensemble. Non. C'est vrai. Alors, comment ça va? Ouais, ça va, super cool, merci. Ça tombe bien que tu parles de tout ça, puisque les résultats de Génération sont tombés aujourd'hui. Pour les 4 premiers mois, et ça se passe très bien pour l'équipe encore en place, et pour les 2 derniers mois que j'ai encore fait à Génération, ça s'est encore bien passé, quoi, au mois de septembre et d'octobre. Si je me souviens bien, j'étais passé à la radio pas ces derniers mois, mais là, il y a quelques temps. Il y avait Balou et Titaï qui étaient... Ils ont tout défoncé encore. Ils sont cool. Eux, ils ont tout défoncé, Par contre, c'est le futur. C'est le futur. Par contre, Balou et son pote là sur internet, ils ont des problèmes. Ils sont fous. Ça va pas. C'est que le début. C'est que le début. Ouais, c'est que le début. Il est super lourd ce Balou. 3 millième de toutes les conneries qu'ils ont encore à dire et à faire. Tu sais quoi, sans manquer de respect à Balou. Ils sont détendus là. Son pote là, qui ressemble à Kells. Son frère. C'est son frère. C'est son frère. Oh là là. C'est la famille. Ah bah dis donc, il l'a dépassé. Hein. Ouais, ils sont chauds. Il l'a dépassé. Ouais, ils ont rien vu, personne n'a rien vu.
Si tu veux, on parlera du présent de génération, qui est maintenant, mais on en parlera plus à la fin de cette discussion, qui est même pas une interview en fait. J'appelle ça une interview, mais tu vois le concept au Jabal Café, c'est pas une interview, c'est une conversation comme on a pu en avoir. Filmer et cristalliser les conneries qu'on a pu se dire pendant ces dernières années. Non, je dirais pas tout, sauf si t'en as envie. Après, moi, franchement, j'en suis venu à un point où je suis cool, je m'en fiche quoi. On en a eu des conversations. Et honnêtement, moi, j'ai juste envie de mettre ton parcours, tu vois, à l'image, en lumière. Parce que tu as compté, tu vois, pour moi, lorsque j'étais dans ma chambre, chez mes darons, à écouter la radio avec mon petit radio réveil. Et vraiment, ouais, franchement, tu m'as donné envie de faire de la radio et surtout, tu m'as donné l'amour du R&B. Et c'est une fierté aujourd'hui de t'avoir et surtout d'être ton ami. Donc, franchement, ça m'a fait plaisir. Ma première question, c'est vraiment back in the days. Là, on va refaire la jeunesse. Comment tu t'es retrouvé à Génération et en quelle année? Oh putain, c'était en 95. En 95 et c'est Marc que j'ai connu grâce à la radio, parce que je faisais déjà de la radio. Là où j'habitais à Quincy. Pas beaucoup qui connaissent Quincy, mais t'es venu. Ouais, c'est clair. Quincy Sénart 91. Respect. Yes. C'est là-bas que j'ai grandi, une bonne partie de ma vie. Et je faisais déjà de la radio et c'est comme ça que j'ai connu Marc. C'était quoi la première radio? C'était Horizon FM. Et c'était à Quincy. C'est dans le 9-1, c'est ça? Ouais, qui a déménagé dans le 77, mais vraiment juste à côté, à Comble-la-Ville, parce que c'est juste à côté. On se partage même la gare où personne ne va. Moi j'y étais. Ouais, mais nous on était à la gare de Boussy-Saint-Antoine, là où il y a les vraiment fous. Là, c'est bien technique. On a perdu tout le monde. Quincy, ouais, c'était vraiment frais. Et Horizon FM, c'était une petite radio associative. Il y avait un gars qui faisait une émission de dancehall. Un pote à mon grand frère. C'est quand même avec lui que j'ai commencé. Putain, je m'en rappelle même plus. Je me souviens de sa sœur Zora. Il faisait une émission de dancehall. Il faisait une émission de reggae et comme nous on avait pas mal de disques de funk, il nous a dit ouais, ce serait bien que vous fassiez une émission. On s'est pointé là-bas avec mon frère. Je devais avoir 12 ans ou un truc comme ça. On a dit ouais, on aimerait bien faire une émission de funk. Et il y avait déjà une émission de funk là-bas. Et lui par contre, je me souviens de ce mec, un espèce de ouf qui s'appelait Mr. Funk, qui présentait mais vraiment comme dans les années 80. Il a un super de funk. Le mec était vraiment malade. On a copiné après ensemble. Donc on a commencé à faire une émission de funk là-bas. Au fur et à mesure, mon frère avait lâché un petit peu. Moi, je continuais à faire cette émission et je commençais à mettre de la musique un petit peu plus actuelle. Je m'intéressais à ce qui se faisait un peu plus actuellement, ce qu'on appelle le New Jack quoi, à l'époque. Yes. Ou le R&B. Et j'écoutais Marc. J'écoutais Marc qui était sur une radio antillaise qui s'appelait EFM, si je me souviens bien. Donc dans les années 90, il avait déjà son équipe là-bas. Il faisait une émission qui était particulièrement charmée tous les samedis soirs. Et de temps en temps, ils faisaient des jeux. Ils offraient des scuds. Et moi, j'y participais. Parce que, tu vois, on achetait des scuds de temps en temps. On n'avait pas de thunes, quoi. J'étais étudiant. On faisait ce qu'on pouvait avec mon frère. Avec l'argent de poche et d'autres. On faisait ce qu'on pouvait. Et d'autres moyens. Parce que c'était comme ça, quoi. C'était le nombre de disques qui déterminait ta culture, quoi. Donc, pas internet, pas YouTube. Il n'y avait pas d'internet, pas de YouTube. T'enregistrais ce que tu trouvais à la radio à Voltage à l'époque. Voltage qui était vraiment une pure radio funk. Voilà, de fil en aiguille, j'ai participé à un jeu. Et donc du coup c'est comme ça qu'on s'est capté avec Marc, parce qu'il nous avait demandé de répondre à un questionnaire, j'avais répondu. C'était un acharné à l'époque, hein. Tu participais au jeu, tu faisais tout, tu répondais, on te donnait un questionnaire, tu répondais, total, ça c'était... Boîte postale... La vie de passionné. Il mettait, c'était quoi ta émission préférée? J'ai mis mon émission préférée c'était mon émission, et la deuxième c'était celle de EFM. Et du coup ça a permis à Marc d'écouter, parce qu'en plus il habitait dans le 13e, Horizon, ça allait même pas jusqu'à Paris, mais on faisait le sud de Paris. Putain, on est en quelle année là? Dans les années 90. Et il m'a appelé à l'antenne et on a commencé à se connaître comme ça. Après moi je suis parti, je te passe les détails, hein. Je suis parti à l'étranger, je suis revenu, j'ai repris un petit peu Horizon. Marc a fini par m'appeler, m'a dit ouais, j'ai trouvé une nouvelle radio parce que le FM c'était terminé. J'ai trouvé une nouvelle radio, si tu veux venir faire une émission, c'est quand tu veux.
Et du coup, il fallait que je passe par le grand chef à l'époque, René Laforesterie. On a fait connaissance, il m'a dit ouais, tu peux commencer une émission. Et ça a commencé. C'était en quelle année? Là, je dis, on était en 95. Et la radio, c'était? Elle s'appelait EFM encore à l'époque. Elle s'appelait pas Génération. Elle s'est appelée encore EFM 6 mois et après elle s'est appelée Génération, ils ont changé de nom. Et lorsque tu as commencé, ça s'appelait EFM. Et tu as commencé par faire quoi là-bas? J'ai commencé par faire quoi? Une émission où on mettait déjà un petit peu de tout en fait. Je veux que tu me parles de tous les artistes musicaux parce que ma culture musicale, franchement, elle vient en très grande partie de toi et à travers les disques que tu passais à l'époque. Là, c'était vraiment bien sûr, j'avais des grands frères et des grandes sœurs, donc merci à eux. Tu vois, dans mon enfance déjà très tôt, de passer du funk, du rap, du R&B, mais tu as clairement repris le flambeau avec mon radio réveil, quoi. Mais là, c'était vraiment les prémices de Génération. Quand c'était EFM, la fréquence c'était 7h, 14h, c'était une demi-fréquence déjà. Après, il y avait une radio qui s'appelait Ici et Maintenant. Et nous, on n'avait que des émissions entre 19h et 23h, et encore quelques jours dans la semaine. Ouais. Et c'était le 19h, 21h. Parce qu'après, de 21h à 23h, c'était des émissions de rock, des émissions de... C'est ouf ça. À l'époque, on faisait des radios avec tout et n'importe quoi dans la radio. Et en plus... Mais le concept, c'était le soir pour les jeunes, donc rock, rap et dance, c'est ce que tu voulais. Et le matin, c'était pour les vieux, ils offraient des places pour des pièces de théâtre. Ils mettaient de la chanson française. J'ai envie de travailler dans cette radio, c'est la radio parfaite. Ils faisaient des trucs un petit peu plus culturels, ils invitaient des personnes âgées, parce que c'était quand même les hôpitaux de Paris et un service gériatrique qui était à l'origine de la création de cette radio. C'est bien, il y avait une bonne volonté déjà à la base. Ouais. Franchement, c'était dans le délire associatif, moi je trouve que c'était un bon concept. Et donc le soir, ils filaient ça aux jeunes de 19h à 23h. Moi je crois que j'avais récupéré le mardi en premier. Marc, je crois qu'il était le mercredi. Et en fait, essentiellement, on mettait du R&B et on commençait à mettre du rap quinri parce que c'était l'époque vraiment bad boy. Alors donne-moi des noms, c'était quoi le R&B? C'était New Edition? À l'époque, on a commencé à mettre... Non, c'était Biggie, Faith Evans, 112, c'était vraiment le bad boy en force, quoi, total. Ouais, c'était à l'époque de bad boy. Ouais, vraiment, Craig Mack, c'était la suprématie, Puff Daddy, le Wu-Tang évidemment, la suprématie, j'allais dire New York, mais il y avait quand même LA qui était bien en force avec... Il y avait qui comme LA? Avec c'était Snoop, Warren G. Snoop, Warren G, après Tupac qui a commencé à foutre la merde un petit peu entre les deux, mais c'était vraiment ça qu'on mettait d'abord avant de mettre 94-95, tout ça. Okay. Tout ça c'est 94-95. Je te dis, il y avait Marc, moi, il y avait DJ Case le dimanche et Bronco. Ah, je sais plus dans quel ordre c'était, mais... Bronco était déjà là. Bronco était déjà là. Mais quel respect ce Bronco. Bronco était déjà là. Bronco, il aurait pu s'appeler Mr. Funk lui aussi. Bronco était déjà là, c'est clair. Et on a fait plein de tests à la con. À l'époque, je m'en souviens d'un qu'on se partageait avec Marc, un truc qui nous tenait à cœur. On se faisait kiffer. Hein. Ça fonctionnait pas trop mal. On avait fait une émission de jazz rock. Et on avait même reçu un coup de fil à l'époque de Gilbert Montagnier, tu vois. Gilbert Montagnier, les Tropiques. Ouais, Sarkozy. Les Tropiques. Ok, j'arrête. Il nous avait passé un coup de fil pour dire qu'il avait kiffé. On passait du Grover Washington. Oui. Des trucs qu'on écoutait à l'époque, même quand on était petits, tu vois, on dansait sur du jazz rock en fait. C'était la première musique de... Grover Washington, c'est du jazz rock de danse, ouais. Des Bob James, on s'amusait à jouer des trucs comme ça. On a l'impression que c'était du funk, juste que c'était pas chanté pour nous. On se prenait pas trop la tête à savoir c'était quoi comme si. On dit tiens, on va jouer du funk ou c'est pas chanté. Les Crusaders. Après, bon, on s'est aperçu que ça parlait qu'à nous. Et à Gilbert Montagnier, on s'est dit on va quand même arrêter ces conneries. Et après, en continuant à acheter, en se débrouillant à acheter des disques, parce qu'on achetait nos disques quand même à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de partenariat, on recevait rien. On a commencé, Marc essentiellement a commencé à accrocher sur du rap français, sur la compile Hostile. Et c'est là qu'il y a eu les premières émissions de rap français. La toute première, c'était Zoxy. Juste avant d'arriver à là, avant ça, juste avant Marc, et si je me souviens bien, c'était Original Bomb Attack. Non.
Pas encore. Bomb Attack, c'est venu après. Zoxy est arrivé avant. Ok, bah tu vois, je fais bien de te poser toutes ces questions parce que moi-même, à cette époque-là, je savais pas très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres radios qui passaient du Puff Daddy, du Bad Boy en Force, comme tu dis, du Tupac, du Warren G, du DJ Quick, au tout début, du Snoop en 94, 95 à Paris? Début, on était vraiment les seuls. Tu m'avais dit Voltage un peu. Voltage, il passait plus du funk. Voltage, c'était déjà la fin. Il passait du funk fin 80 et au tout début 90, mais après Voltage, c'était fini. Voilà, on était les seuls. C'est pour ça qu'on s'est créé une bonne notoriété. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui nous écoutait. Parce qu'il fallait écouter à des heures vraiment bien précises. Mais il n'y a pas grand monde qui nous écoutait à l'époque. Mais niveau notoriété, c'était des acharnés. Une fois, on a fait... on avait que ça à faire de nos lives. On avait fait, je crois, une veille de Noël ou un truc comme ça. Le standard, il avait explosé. On avait que le standard pour mesurer à peu près... Vous voulez écouter du hip-hop et du R&B? Ouais. Je crois qu'on avait exceptionnellement eu toute la soirée. Donc les rockers, ils devaient fêter Noël, pas nous. Et on avait eu jusqu'à 23h. Non, je sais pas, c'était un concours de circonstances qui faisait que nos familles respectives étaient loin, c'était ça. Vous êtes retrouvés là-bas. On aurait fêté, on avait que ça à faire, on s'est retrouvés, on s'est dit tiens, on va faire une émission. Et l'émission, elle avait tout pété, quoi. Elle avait tout pété, c'est ça que je me dis purée, il y a des gens, il n'y avait pas que nous qui s'ennuyons à Noël, quoi. Il y a des gens qui écoutent la radio, qui voulaient écouter du gros son. Grave. Et il y a des dédicaces à fond, à bloc. J'avais un bon souvenir de cette émission. Ça émettait où là, tout ça? On faisait tout Paris déjà, tout Paris et une bonne partie de la région parisienne. Ok. Et c'était déjà 88.2 la fréquence? Ouais. Tu parlais de Marc. Ouais. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il faisait Marc? Il a commencé à... On a commencé, lui il a commencé à s'étendre, il ramenait du monde déjà, il m'avait ramené moi. Il a fini par ramener Zoxy, d'autres DJ aussi au fur et à mesure, d'autres personnes, d'autres jeunes animateurs aussi qui ont été formés par ses soins. Lui, il avait déjà une expérience en radio, il avait fait du voltage d'ailleurs. Là, c'était quoi? C'était du rap français là? Le rap français est arrivé avec Zoxy et après avec la fameuse émission Original Bomb Attack. Et Original Bomb Attack? Au tout début, c'était pas présenté par Marc. C'était pas Marc? Non, c'était un jeune présentateur qui a tenu le coup 3 émissions, je crois. Oh bah. Après, il a pété les plombs, mais ça se passait bien en plus, il était frais. Mais il a pas supporté. Il a pas supporté. Il n'a pas supporté et Marc, il a repris direct après. Et apparemment, il a fait du bon boulot. Ouais, l'émission, elle a tout pété. L'émission, elle a vraiment tout pété. C'était la seule émission de rap à l'époque? En France ou à Paris? Restons à Paris, en France. Je pense que tout doucement, il y a Ado qui commençait à passer du R&B tout doucement. C'était en quelle année? 97? Je pense que là, on commence à être en 96 et Paris Sky, il commence à se poser sérieusement des questions. Donc il y a au moins des émissions spé où Sky commence à jouer du rap et où Ado commence à jouer un petit peu plus sérieusement du R&B. C'est cool. Et j'ai le souvenir qu'à cette époque-là, moi, honnêtement, moi j'écoutais pas de rap français, tu vois, tout ça j'écoutais un peu de rap français, mais j'étais pas fou de rap français et je savais pas trop, peut-être que j'étais trop jeune encore, tu vois, et je regardais beaucoup trop les clips des chaînes allemandes qui étaient des clips quinri de R&B ou de rap avec ma grande sœur, et je me souviens d'un pote à moi qui s'appelle Mab qui avec son équipe se dépêche, tu vois, après le collège, de vite rentrer pour écouter la radio. Et moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller jouer à Zelda ou tu vois, d'essayer de fréquenter des filles. Aucune idée, moi, rien du tout, je sais rien de tout ça. Et je lui dis mais tu vas où mec? Il me dit mais t'es malade, je vais écouter Génération, je vais enregistrer Original Bomb Attack. Je dis quoi? Il me dit ouais, il y aura Time Bomb, je sais pas quoi. Moi je croyais que c'était un radio réveil. Je te jure, j'avais aucune idée. Et les mecs, ils étaient... Et en tout cas, les mecs de mon quartier écoutaient déjà. Comme moi, j'écoutais pas encore vraiment. Parce que j'étais vraiment dans une période de R&B et de funk. Puisque quand Original Bomb Attack a commencé, ouais, c'était quand même bientôt et il n'y avait pas beaucoup de concurrents sur la bande FM. Ouais, Marc avait bien senti que le rap français était en train d'exploser. On n'était pas des malades de rap français, mais c'est vrai que Time Bomb,
a fait que ça s'approchait tellement de ce que nous on kiffait de l'école du rap américain que ça a tout changé en fait. Ça a vraiment tout changé. Toi, t'étais un peu rap français à l'époque? Non, pas des masses, non. Pas des masses. Et Marc? Je kiffais vraiment... pareil, on avait exactement les mêmes goûts. On n'était pas école rap français old school, quoi. Je peux pas dire qu'on était des grands fans d'IAM ou NTM. Des prémices d'IAM et NTM. Mais par contre, quand Time Bomb est arrivé... C'était ce qui vous parlait le plus? Pareil, quand on regardait ce qui se passait dans le rap, mais c'est vraiment la nouvelle école qui mélangeait en fait un petit peu tout, où le Wu-Tang samplait de la soul. Franchement, c'était super créatif. C'était plus prononcé. Sans internet, sans connaître personne qui a des platines ou un sampleur ou un truc comme ça, tu vois. J'imagine qu'à l'époque, l'époque du Jack, c'était vraiment du R&B, c'était vraiment hip-hopisé. Il n'y avait pas vraiment eu un mix très clair entre les deux. Là, par contre, il y avait un label qui pouvait faire 112 ou qui pouvait faire Biggie. Et tu pouvais avoir le Wu-Tang qui participait sur un morceau d'SWV. Tu vois, on voyait plus la différence. Ça devenait tout doucement la même musique en fait. Et au niveau des flows et tout ça, les rappeurs français étaient un peu plus proches de ce qui se passait aux États-Unis. Et de ce que vous aimiez le plus. On kiffait bien les 2 balles, Roca et la Clica, tout ça, qui étaient vraiment des carrés en France. Mais le truc old school rap français, c'était pas trop ce qui nous avait touché à l'époque. On suivait, mais ce qui a vraiment donné l'impulsion à Marc de faire une émission de rap français et de la tenir. C'était plus Marc, hein, moi j'étais vraiment derrière. Moi, je commençais Slow Jam là. C'est là que je t'ai découvert. Slow Jam, ça a commencé quasiment en même temps que Zoxy est arrivé. Zoxy faisait l'émission le mardi, donc on avait arrêté cette émission de jazz qui avait plus aucun sens. De 19h. Et pourtant c'était qualité. On l'a remplacé par du rap français et après. Ça vous a pas fait mal de remplacer Slow Jam qui a été commencé par Marc. C'est pas moi qui ai commencé Slow Jam. Sérieux? Je te jure. Moi je voulais le faire depuis longtemps. Après on a eu... j'ai dû arrêter, je sais pas, 1 ou 2 mois la radio. J'avais eu des galères et après j'ai dit à Marc, putain, c'est bon, j'aimerais bien revenir. Il me dit, bah tiens, ce qu'on voulait faire, je l'ai fait, reprends-le tout de suite. Et lui il s'est occupé de... Et lui après il a continué Original Bomb Attack, etc. à fond. Et ça a fini par tout péter. C'est bien, il a eu l'intelligence aussi, tu vois, malgré ses goûts musicaux ou même des tiens, de pas se cantonner vraiment à ce que vous aimiez, funk, R&B, hip-hop américain. Là, il y avait quelque chose avec le rap français. On a vraiment évolué avec ce que proposait la musique, quoi. Quand il y avait des beaux morceaux de reggae, on jouait des bons morceaux de reggae, de dancehall aussi. J'ai grandi avec pas mal de dancehall dans les oreilles aussi. J'imagine qu'à l'époque déjà, moi j'ai connu Génération à une époque où il y avait beaucoup de DJ. Tous ultra compétents. C'était impressionnant, vraiment très impressionnant. J'ai eu de la chance de tous les connaître et de tous les côtoyer, en tout cas à mon époque. Est-ce qu'à l'époque, il y avait d'autres personnes, peut-être rapidement, avant qu'on commence à parler de Slow Jam, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là? Tu as parlé de Marc, de Mr. Funk, de Zoxy. Mr. Funk, c'était sur Horizon, c'était une autre époque. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes là à ce moment-là Bronco, j'imagine, qui était déjà là? Il n'y avait pas Mac5, tu m'avais dit, non? Non, Bronco était bien là, DJ Case était là. Zoxy est arrivé très tôt et ensuite après c'est la phase B qui était composée à l'époque donc de DJ Posca, DJ Sample. Après il y a Cost qui les a rejoints, j'en oublie certainement. Il y avait James qui était là de temps en temps. Honnêtement, je sais même pas de quoi tu parles. Qui commençait, avec qui on a filé une émission, il y a eu une embrouille directe avec. Donc il y a une espèce de quiproquo à la con. Mais Marc leur avait filé une émission. Et moi je la faisais avec eux. Avant de parler de Slow Jam, je sais pas si c'était avant ou après. Je suis content, je te pose toutes les questions en fait que pendant 10 ans je t'ai jamais posé. C'est ouf. On a parlé de tout et n'importe quoi, mais on n'a pas parlé de ça. Moi j'ai commencé à écouter Slow Jam et j'ai commencé à écouter Génération. Évidemment,
bien après tous mes potes. Je me suis réveillé en retard parce que ça me parlait pas. Je suis tombé amoureux de tout ça bien après. J'ai connu Génération avec le jazz de Charles quelque chose, je me rappelle. Frédéric Charbot. Frédéric Charbot. Et est-ce que c'était en quelle année ça? Alors je crois que c'est en 95 que la radio Ici et Maintenant perd sa fréquence. Et que du coup, à partir de 96, on partage la fréquence avec Paris Jazz. C'est à ce moment-là que tu commences à faire du slow jam? Non, j'en faisais déjà. Ok. Ouais. Slow jam, c'était mon émission préférée, mec. Et jusqu'à... Je t'ai boycotté là ces dernières années, mais franchement, ça a été vraiment une putain d'émission. J'étais souvent clashé dans tes dires. Puisque je sais pas si tu te souviens, des fois je te ramenais les enregistrements, je te disais ouais t'as dit ci, t'as dit ça. Tu m'as dit non, je sais ce que je dis, j'ai pas dit ci. Un vrai ouf. Un vrai malade. Franchement, tu faisais des trucs de fun. Et est-ce que ça s'est bien passé déjà avec la cohabitation avec le jazz que j'ai adoré? D'ailleurs, franchement, ils m'ont beaucoup inspiré. Il s'appelait Frédéric, c'est ça? Frédéric Charbot, ouais. Frédéric, et je sais pas qui d'autre était là dans le coin. Lui, il avait la radio quasiment tout seul, mais ça on l'a su bien après, parce qu'en fait il n'y a pas eu de cohabitation. C'est le CSA qui donne des fréquences, et ils avaient donné la fréquence à un moment à Ici et Maintenant, après ils l'ont proposé à Paris Jazz, on les voyait pas, on savait pas qui c'était. C'était juste qu'on était sur la même fréquence, et qu'à un moment à 23h t'es coupé, il y a du jazz, et à 19h t'as l'antenne, il faut que tu balances. C'est juste ça, mais on ne savait pas qui c'était, on savait, et eux pareil. Donc pendant tout ce temps-là, je dirais 3-4 ans, on n'avait pas la moindre idée d'où ils étaient, ce qu'ils faisaient, la tête qu'ils avaient. Mais nous, les auditeurs, on était sur la même fréquence. Ah, mais vous faisiez même un. Moi, dans ma tête, je me disais, le mec du jazz, c'est le pote de Marc, c'est le pote de Laurent, tu vois, c'est pareil. Ils se filent des disques, ils parlent de jazz ou de funk ou de R&B, tu vois, pendant les pubs. Et puis voilà quoi. Non, pour les petites radios associatives, ils avaient des idées quand même assez cocasses, hein, le CSA. Et c'est pas mal, ils avaient bien raison. Slow jam. Slow jam. Play another slow jam. This time make it sweet. Midnight Star. Oula, j'ai failli dire une bêtise. Usher et Monica. Ouais, ils l'ont repris après, ouais. Comment étaient les débuts de Slow Jam? Quand je les ai connus, moi, tu passais à peu près 3 morceaux, une intervention, une pub, 3 morceaux. Déjà, on en parlait depuis longtemps avec Marc, puis on s'est dit, ouais, ça va faire chier tout le monde. Des émissions qu'avec des slows. Parce qu'il y avait quand même une minorité agissante qui était vraiment pour les titres clubs, quoi. Tu vois, en France, on voulait pas dire qu'on écoutait les slows. Et on a vu qu'on s'était bien planté dès qu'on a commencé cette émission. Dès qu'il a commencé cette émission. Je dis, il a dû en faire 2-3. Après, moi, je suis revenu dans le game et j'ai repris l'émission direct parce qu'il savait que je kiffais ce truc-là. Et à la base, ouais, aussi bien que je me souvienne. Qu'est-ce que tu passais au début? Qui? Quoi? Ouf, attends, qu'on en finisse avec cette vidéo et puis on passe à autre chose, mec. Mec, c'était Kills, c'était Keith Sweat. C'était Kills. Star de l'époque, les premiers slow jam. Je faisais un mix de il y avait 70% de nouveautés et 30% d'old school, même un peu plus des fois, quoi. Je parlais de Luther Vandross à mes potes, ils pensaient que c'était des comprimés, quoi. Ils pensaient que c'était un médicament, le truc, tu vois. Luther Vandross, ouais, c'était une star éternelle. Après, déjà dans les années 90, Luther Vandross faisait plus trop de classiques qui passaient, mais ouais, c'était vraiment... je sais pas, je regardais mes disques il y a pas longtemps, j'ai dû passer du Brian McKnight, du UNV. Ado passait déjà quelques trucs comme ça à l'époque? Ouais, il commençait tout doucement, ça arrivait quasiment en même temps. Pourquoi tu passais cette musique? Pourquoi du R&B américain? Il y avait du R&B français à l'époque, pourquoi? J'ai pas l'impression que t'en aies passé. Du R&B français? Ouais. Non, il y avait rien. Il y avait pas les vibes. Ça arrivait plus tard, bien plus tard, ouais, 99-2000 je pense, vibe. Les mélomanes, tout ça, tous ces... Pour moi c'était pas vraiment du R&B. Pas vraiment du R&B. Quand tu joues Brian McKnight, c'est dur de jouer. Il y a Hashim et Karine qui sont fait remarquer à l'époque.
Après, c'était pas vraiment dans les balades qu'ils excellaient. Ouais, toi c'était vraiment des balades, des slows. Ils avaient plus de chances de passer dans des émissions de rap français que dans Slow Jam. Quoi, tu vois. Le premier que j'ai joué, c'est du Math. Hein. Que j'ai dû jouer, ça devait être Math. Hein. Ouais, Mathewson. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu une grosse époque en France. Même avec, franchement, tu sais, les Ophélie Winter et tout ça. Ouais, c'était pas club, mais franchement, comment ça s'appelle le truc de Teddy Riley là? New Jack. Franchement, c'était de la New Jack, c'est ce qu'il faisait. Ouais. T'as pas envie de leur donner ça. New Jack, c'était franchement, vraiment... quand t'écoutes maintenant, New Jack, tout ce qui se 2 faisait... ans, tu vois, c'était 2-3 ans, ouais, et Boys okay. to Men, peut-être ça a dû s'arrêter au premier album de Jodeci. Okay. Où c'était un espèce de truc avec des boîtes à rythme de ouf. Après, c'est vraiment devenu un mélange de R&B et de hip-hop, quoi. C'était plus trop ce qu'on appelait New Jack, en tout cas. Donc pas beaucoup de vraies balades slow jam français, mais tu passais les trucs américains. Pourquoi est-ce que tu avais été aux États-Unis? Où est-ce que tu as eu là Non, on a pompé un concept américain. Tout simplement. L'émission, elle existait à LA depuis des lustres. Le mec, il s'appelle Kevin Slow Jamming James. Wow. Et, il a une voix de ouf. Il est souvent imité, voire invité sur des albums de Death Row à l'époque. Oh, ok. C'est pas le mec DJ Easy? Non, lui c'est DJ Easy Dick. C'est Kevin Slow Jamming James. Et okay. il est, ouais, je sais plus dans quel morceau, je crois dans Dog Pound, à un moment il s'amuse à l'imiter. Sur le premier album de Dog Pound. Ok. Et je crois qu'après, plus tard, ils l'ont carrément invité lui, pas se prendre la tête, le mec avait de l'humour et il pouvait se pas... Moi je pouvais capter que vous et Sky à l'époque. Comment tu savais qu'il y avait une émission qui s'appelait Slow Jam à LA? Le gars sortait des compiles et Marc partait assez régulièrement aux States. Ok, donc c'était lui la connexion avec, avec les States. Il nous ramenait des cassettes, il enregistrait des cassettes. Et, il y avait toujours des mecs comme ça. C'était Seven à l'époque, la référence. C'était la folie totale quand on écoutait Hot 97, on avait l'impression qu'on avait 10 ans de retard encore, quoi, tu vois. Moi je faisais avec ce que j'avais, avec les radios françaises et c'est vrai que dans tous les crews, dans tous les quartiers, il y avait toujours des précurseurs qui allaient au State pour ramener soit des sapes, soit des cassettes, soit des... Et c'était eux les prophètes, c'était eux qui ramenaient, tu sais, Et encore, Slow Jam, j'ai dû l'écouter qu'une fois dans ma vie et encore un truc. Ah bah tu l'as bien pompé, d'un coup. Quart d'heure. Ouais, après il y avait pas mal de trucs qu'on récupérait, d'idées qu'on récupérait aussi de WBLS, qui est encore, hein, je crois, qui existe encore. La radio R&B vraiment de référence à l'époque, qui jouait ce genre de choses. C'était quoi la radio qu'on écoutait? T'es passé me voir à Los Angeles quand j'y ai habité? C'était Power. Non, on écoutait. Moi, je me souviens parce que je bossais et j'écoutais toute la journée une radio de R&B parce que je me disais, mais... Ah, la radio à l'ancienne, elle était bien, celle-là. Ouais. Franchement, quand on était... marché pour ça, ouais. Quand on était dans la voiture, on se disait, mais ils ont tout compris, c'est Carrie, parce que... Franchement, c'était pas un top 20 qu'ils avaient. C'était pas un top 20. C'était un top 4. C'est clair. Il y avait 4 morceaux. Je te jure. Et 4 heures de pub dans la journée. Ouais. Il est passé 17 fois qu'il est Timor, mon frère. Ouais, il était chaud. Et franchement, ça passait. Moi, j'étais dans la voiture, ça passait. C'était bien. C'était quoi cette émission, je crois? Cette radio? Je sais plus c'était quoi. Ouais, je sais plus. C'était quoi? C'était l'été dernier en plus qu'on écoutait ça à Los Angeles. Mais des formats, c'est ce qu'ils appellent les formats adultes. C'est maintenant pour une population qui a plus de 40 ans. Largement même. Cette population n'existait pas en France. Ou existait peu. Puisque moi j'étais super jeune, mais j'écoutais ça. Pourquoi? À cause de mes grands frères, mes grandes sœurs, aussi à cause de toi. Qui écoutait Slow Jam? Un peu tout le monde en fait, hein. Beaucoup de mecs, contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser. Mais un petit peu tout le monde, mais c'était essentiellement jeune, c'était une musique qui n'était pas représentée. Et c'était pas trop un problème. La musique se consommait plus longtemps. Donc quand tu passais un classique des années 80, c'était pas le truc old school dans lequel quelqu'un qui était vraiment très jeune ne pouvait pas se reconnaître, quoi. Il avait forcément un grand frère ou quelqu'un qui continuait à écouter du son des années 80 et le funk
Parce que nous on appelle le funk, c'est resté important dans la culture en banlieue quand même. Grave. Tu vois, on est les seuls à écouter du funk. Et appeler ça du funk en plus. Hein. Et appeler ça du funk parce qu'ils appellent ça, ils appellent pas ça du funk. Ils appellent pas ça du funk du tout. C'est en français qu'on appelle ça. Ils appellent tout ça du R&B. Ouais. Et le funk c'est James Brown, c'est Sly Stone. C'est des trucs beaucoup plus vénères que nous on appelle la soul. Je suis tellement content d'en avoir et d'en avoir eu et d'avoir grandi avec ça alors que rien ne s'y prête pour des gens comme nous en France, tu vois. Par exemple, lorsque j'habitais à Los Angeles, mais ils étaient super étonnés que je connaisse tout ça et que je kiffe. À Los Angeles encore, ils arrivent encore à capter les trucs funk des années 80. Franchement, honnêtement, aussi, en même temps. Honnêtement, sans mon grand frère ou ma grande sœur, ou même, tu vois, des gens plus âgés d'où j'habitais avant, jamais tout seul j'aurais découvert le funk ou tout ça, quoi. Et très franchement, moi me concernant... J'étais trop âgé pour tout ce qui est Sydney et compagnie. Et j'étais trop jeune pour vous et Bronco, tu vois. Donc, comment j'ai fait, je sais pas. J'en suis très content, mais... Voltage, en tout cas, à l'époque, avait une grande responsabilité. C'est vrai, si, je commençais déjà à enregistrer des cassettes sur Voltage. Ils ont vraiment une programmation funk de ouf, qui ont fait tous les classiques qu'on écoute encore aujourd'hui. Chalamar, Fatlaris Band, des trucs qui n'ont pas de sens. Je pense que personne. En plus, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Fatlaris Band à New York ou encore, tu vois, les grands groupes. À Los Angeles, ils gardent cette culture un petit peu plus qu'ailleurs. Avec des vraies références, quoi. Ouais. Tu vois, le One Hit Wonder que nous on a gardé, ils s'en souviennent plus, quoi, tu vois, ou vraiment vite fait. Ouais. En tout cas, les gamins n'écoutent pas, alors que nous, il y a encore des gamins qui écoutent du funk, quoi. Tu me disais tout à l'heure, c'était plutôt des hommes qui écoutaient Slow Jam à Paris. On n'avait pas des sondages très très précis, mais en tout cas au standard, il y avait autant voire plus de mecs qui s'intéressaient à cette musique que Et moi, j'avais aucune idée de qui t'étais. Je connaissais que ta voix et beaucoup de gens qui écoutaient Génération à l'époque. Hein. C'est vrai, mais aujourd'hui... Enfin, je sais pas, moi quand j'ai travaillé à Génération, ils ont mis ma gueule directement sur le site internet, on avait tous nos photos, tu vois, c'était une autre génération. C'était une autre époque, ouais. Nous on n'était pas habitués. Et moi j'aurais voulu jamais montrer ma gueule. Mais je sais, mais je sais parce que moi je te connaissais, mais je connaissais que ta voix. Je me souviens que la première fois que je t'ai rencontré, t'as ouvert la porte de Génération, et j'étais là, ouais, j'ai rendez-vous avec Laurent. Et là tu m'as senti. Ouais, c'est moi. C'est lui. Et c'est vrai qu'on n'avait pas cette appréhension de savoir à quoi on ressemble ou quoi que ce soit. Et moi, c'est ce que j'aime vraiment dans la radio, tu vois. C'est la voix qui entre vraiment dans les cerveaux et dans les oreilles. Et tu m'as accompagné, tu vois, avec cette voix. Et je sais que beaucoup de personnes aussi connaissaient même pas ton nom, savaient même pas à quoi tu ressemblais. Et les premières semaines ou les premiers jours, ou peut-être pas les premiers jours, les premiers mois où je commençais à bosser à Génération, quand je disais à ceux qui connaissaient, ouais, je travaillais avec Laurent. Ils me disaient, c'est qui? Je connais pas Laurent, je connaissais que Time Bomb et Original Bomb Attack, ils connaissaient rien d'autre. Et je leur dis, si, le mec qui met du R&B. Ah ouais, le mec qui parle comme ça, tout de suite. Et la voix, c'était vraiment un ton, c'était quelque chose qu'on reconnaissait à l'époque. C'est ce que j'aimais aussi, parce que moi j'étais fan de Skyrock aussi à l'époque. Ça aussi, on l'a pris à Kevin Slow Jamie James. Hein. Ouais. C'était vraiment la façon d'animer. Il suffisait de mettre le micro un peu plus fort, parler un petit peu plus doucement comme ça, donc du coup t'as la voix un peu plus grave. Voilà. Et tout de suite c'est amplifié avec le micro. Mais nous on ne le savait pas en tant qu'auditeur. Et où est-ce que je voulais en venir, c'était surtout la magie de la radio. Je t'ai dit, moi j'étais fan aussi de Skyrock en même temps. Et j'étais ouf, j'écoutais D-Fool, j'étais dingue de tout ça, j'écoutais tout le temps. Et lui aussi, quelque part, il m'a donné envie de faire de la radio. Et vraiment, reconnaître les voix, c'était quelque chose que j'ai toujours gardé, c'est quelque chose que je garde encore aujourd'hui. Et je trouve que la voix, c'est beaucoup plus puissant que le visuel, quelque part. Je suis content d'avoir vécu ce moment de radio. Et j'avais une question à te poser.
Est-ce que tu rencontrais des fois les fans ou les auditeurs de Slow Jam? Je te jure, je crois que c'est tellement... Enfin, je crois que la première fois où j'étais à l'extérieur, comme ça, rien à voir, et que j'ai entendu parler de Génération, mais c'est arrivé très très tard, quoi. C'est arrivé super tard. Je peux même te dire, la première fois que je suis comme ça dans la rue et que j'entends une voiture qui écoute les Générations, pareil, c'est arrivé... je peux dire qu'avec avec Marc, on est resté humble très longtemps. La seule fois où on s'est dit, ah ouais, quand même, on a réussi à faire un truc de ouf, c'était quand il y a eu l'émeute à la Fnac, le bordel pas possible, avec un concert organisé par je sais pas quoi. Marc à l'époque. Et il y avait qui? Je veux pas te dire de conneries, il me semble qu'il y avait Bustaflex, Roca, je crois qu'il y avait Lunatic. Ça devait être à la Fnac des Ternes et la Fnac des Ternes a été retournée. Et bah bravo, il est beau votre auditoire. Ouais, je plaisante bien sûr. Bah, j'en suis aussi très fier. C'est pas faute d'avoir prévenu que nous on croyait en ces groupes et que il fallait l'avenir vous a donné raison. Voilà, regarde, c'est devenu des... Fallait mettre une sécu à la hauteur de l'événement. Ouais. Ça c'était pas notre responsabilité. On nous faisait la promo de cet événement. Ouais. On était partenaires. Tout le monde s'est bien gardé d'en parler à l'époque. Ouais. Mais voilà, là on s'est dit putain ouais quand même c'est chose qui se passe à Génération. Pas vraiment Génération, mais Slow Jam. Est-ce que vous aviez encore moins? Ouais, encore moins. Donc le R&B, il y avait vraiment rien alors. Standard, on voyait qu'il se passait quelque chose, mais après, sorti de l'émission, tu te dis, ouais, tu parlais à une minorité de malades qui aiment le R&B, mais pas tant que ça. Je pense que c'est plus ou moins la vérité en plus. Je me souviens lorsque je suis arrivé, tu me dis si je saute 2-3 trucs sur Slow Jam et sur le R&B, en tout cas à Génération et à Paris. Il y avait qui faisait du R&B à Génération? Il y avait Jeff et McFly, ouais. Il y avait Romanto. Non, Romanto ne faisait pas du R&B? Non, c'est hip-hop. C'était hip-hop? Ouais. Non, tu vois. Il y avait plein de personnes qui ont contribué au R&B et quelque part aussi à Slow Jam, parce que tu vois, les gens écoutaient un peu de R&B et puis de fil en aiguille, ils se retrouvaient à écouter des Slow Jam. C'était quoi l'horaire? C'était la nuit? C'était encore la nuit? Alors, ça a toujours été quelque chose qui ressemblait à du 21h-23h ou du 22h minuit. C'est là que j'ai commencé vraiment à kiffer. 22h minuit tous les dimanches soirs. Ouais, ça c'est resté longtemps. Hein. Et ça c'était énorme, ça c'était lourd. Vraiment, ça c'était une putain d'émission. Ouais, après Bronco, c'était pas mal. Oui, après Bronco. Il y avait un passage d'antenne qui était historique à chaque fois. Mais moi je préférais la semaine quand même. C'est vrai? Ouais, je préférais la semaine. Ouais. C'était mieux que le dimanche. Mais je pouvais plus faire autrement, je crois, à un moment, mais c'était mieux la semaine. C'est à ce moment-là que j'ai débarqué. Si on saute, évidemment, une grosse étape. J'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus parce que vraiment c'est Slow Jam et toi qui m'intéresse. J'en parlerai peut-être dans un épisode qui sera à moi. Ce sera mon épisode, je t'invite d'ailleurs. Je m'en occuperai. Tu veux le faire? Je m'en occuperai sérieusement. Franchement, si tu veux, ouais. Si tu veux, ouais, parce que On peut le faire dans la foulée là-dessus. Non. On le fera pas aujourd'hui. On peut le faire dans la foulée. Mais avant d'arriver, il y a eu tout un tas de trucs que j'ai vraiment kiffé, dont tu as été soit le co-auteur, soit le co-animateur ou le co-producteur, je sais pas comment on peut appeler ça, Soul Brother Ali. Ouais. Soul Brother Ali avec les grandes rétrospectives. Ouais. Ces émissions, crois-le ou pas, mais je sais que tu me crois, que j'ai toujours. Tu sais que je les ai. Ouais, je te crois. Ouais. Tu sais que je les ai. Putain, en quel format? Peu importe, je peux tout faire avec. Franchement, c'était un début de podcast où est-ce que vous parliez. C'était une émission, je crois que c'était à 10h du matin. Il y a eu pas mal d'horaires, mais ça a commencé effectivement le matin, parce que j'ai longtemps été le matin, et puis après je l'ai récupéré le soir, quand je suis passé le soir et que j'en avais marre du matin. Et j'étais super fan de Soul Brother Ali aussi, qui est aussi un vrai gars que j'ai connu. C'était un assassin. Ouais. Humainement et musicalement. Ouais. Franchement, respect. Et j'ai adoré parce que aussi vous m'avez donné une belle culture musicale puisque vous étiez les seuls à le faire. À votre perte, puisque je ne sais pas si ça a servi en tout cas à grand chose, mais moi ça m'a beaucoup servi à faire des grandes rétrospectives en disant aujourd'hui on va prendre
je sais plus, n'importe qui, quoi, n'importe quel groupe, Usher ou R. Kelly. R. Kelly, vous l'avez fait super tard, mais vous aviez fait Naughty by Nature, par exemple, dont je me souviens bien. Vous faisiez aussi des groupes, vous aviez fait New Edition, vous aviez fait plein de... Vous aviez fait une spéciale Teddy Riley. Et sur toute la semaine, tous les jours, vous commentiez un peu les morceaux, la carrière. C'est un peu... Enfin, en beaucoup mieux, sans vouloir manquer de respect à personne sur YouTube, mais c'est ce que les youtubeurs font maintenant, tu vois, ils mettent un morceau de PNL et ils disent ouais, moi je kiffe ça ou pas, alors ils déballent leur science comme ils peuvent, tant mieux, c'était bien, mais vous faisiez ça au début, c'était fin des années 90, début des années 2000. Avec Soul Brother Ali? Non, je pense que c'était vraiment début 2000. On a dû commencer ça, ouais, en 2002. 2002, je pense. 2002. Ouais. Et là, je commençais déjà à être un gros fan de ça et vous m'avez beaucoup appris avec les grandes rétrospectives. Qu'est-ce qui a eu l'idée de faire les grandes rétrospectives? C'est moi. C'est vrai? Ouais, c'est moi, ouais. Et tu l'as sorti d'où, Soul Brother Ali? Soul Brother Ali, je pense que déjà c'était un vendeur de disques et il se pointait de temps à autre à Génération avec des DJ divers et variés. Je pense qu'il filait des disques et il faisait des partenariats certainement avec ses boutiques. Je sais plus trop comment, mais il se retrouvait en général ou invité ou à accompagner. Moi je pensais que vous étiez frères, je pensais que vous étiez amis, franchement le courant passait super bien. Je crois même qu'on s'aimait pas au début. Je crois même qu'on s'aimait pas. Ça envoyait quand même des petites gauches de temps en temps. Ouais. Et ça c'était plaisant. Il avait une grosse répartie à Ali. Oh, c'était un vanneur de fou. Ouais. Mais c'est ça que j'ai trouvé moins intéressant et c'est là que je me suis dit, ah, il y a un truc... Il y avait... T'avais du talk, c'est ce qui m'intéressait aussi après Slow Jam. Beaucoup de gens qui étaient déjà avides de connaissances, comme toi. Nous, on avait plein de choses à partager. Et moi, j'avais pas envie de faire ça de façon relou, tu vois, d'expliquer ou de lire un bouquin ou... sortir des trucs trop... Pourtant c'était scientifique quand même. Ouais, mais fallait... Vraiment le but, et c'est ça que je trouvais cool avec Ali, c'est que rapidement, quand on a commencé à se connaître, on commençait vraiment à déblatérer, mais vraiment en discussion de comptoir. C'est-à-dire que ça vanné dans tous les sens. Ça nous est déjà arrivé, je pense. Hein. N'importe qui, des fois on pouvait se retrouver à un comptoir, et on pouvait discuter d'un album de Melba Moore, et t'avais le mec qui écoutait peut-être que du Serge Gainsbourg qui nous servait notre... 4e verre, qui pouvait participer à la conversation, quoi, tu vois. Mais ça, c'est de la radio. Sans savoir qui est Paul Ça, Laurence. J'ai adoré. Donc, on s'est dit, c'est là que je me suis dit, ouais, je vais essayer de trouver un T'as jamais voulu faire plus de talk comme ça? Parce que, franchement, moi, je t'ai trouvé meilleur encore quand tu parlais, quand tu faisais du talk avec Soul Brother Ali, avec quelqu'un d'autre dont je parlerai plus tard, que limite Slow Jam. Là, c'était une période de transition pour moi et pour Génération, où on se cherchait en fait. À la fois, on était encore très attaché à la notoriété de Génération, celle qui faisait que quand on faisait les événements, on pouvait rameuter un maximum de monde et des vrais passionnés. Et aux limites aussi de l'audience, qui faisait que Génération était quand même une petite radio. Une petite radio qui était encore considérée une grosse influence. Comme une petite radio associative où une trentaine de DJs pointaient et faisaient ce qu'il avait à faire. Donc on voulait continuer à partager une culture comme ça, mais en même temps à essayer de la rendre abordable pour la partager à un maximum de monde. Et c'était le premier postulat de la grande rétrospective. Mais au départ, la grande rétrospective, je crois que ça devait durer peut-être 5 minutes, voire 6, 7, 8 minutes. J'ai des épisodes de 20 minutes de grande rétrospective. Anti-radiophonique de ouf. Mais c'est ça, c'est ce qui est beau. Franchement, c'était beau de vous entendre, vous exprimer comme ça. Ouais, mais sur des sujets qui, moi, me parlaient. Le R&B, la soul, le rap américain. Je crois que vous avez fait aucune grande rétrospective française. Ah si, je crois. Si, on a dû faire on a fait du IAM NTM. Sérieux? On a fait du IAM NTM. Le truc, c'est qu'à un moment, il fallait tenir une semaine. Ouais. Et c'était c'était pas contre le français, parce que de temps en temps, on faisait des artistes que... rarement, il y avait au moins un des deux qui kiffait. Mais il y en avait un qui kiffait plus que l'autre, donc il y en avait un des deux qui bossait plus que l'autre. Et j'ai l'impression que c'était Soul Brother Ali qui bossait plus.
Ouais, parce que c'était la caution culturelle. Mais après, faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas des ordi partout. Et que derrière, il y avait 30 CD et qu'il fallait les enchaîner, des fois à trouver le bon moment. Donc, il n'y avait pas c'est moi qui faisais la technique. Tu vois, je sais, c'était toi qui réalisais en même temps. Et en même temps, voilà, donc moi en général, j'étais sans notes et sous le brevet Ali avait les notes. Donc je lisais 2-3 trucs avant aussi. Rapproche-toi un tout petit peu parce que je pense que t'es sorti du cadre. Je vais aller pisser pour avant de revenir dans le cadre. Vas-y. Café, les gars. Elle est où la lumière, gros? Il n'y a pas de lumière. Ouais, frais. Et il n'y a pas de chasse d'eau d'ailleurs. Fais gaffe à pas toucher à mon cadre. Putain, on est bien reçu chez toi. Bon, on va faire une petite pause. Restez avec nous puisque Slow Jam Laurent revient tout de suite. Et c'est le concept du Jabal Café, il n'y a pas de règles. On parle et surtout on met à l'honneur quelqu'un qui m'est cher et parfois des amis. Là c'est le cas, c'est quelqu'un qui m'a non seulement influencé, mais qui a aussi pour moi influencé. Doudou, Panda, ça va bébé? Viens, tiens bébé. Qui a beaucoup influencé le hip-hop et le R&B pour moi, en tout cas dans la radio française et dans la radio à Paris. Et je suis content de le recevoir. Donc voilà, le Jabal Café, c'est surtout ça. C'est freestyle. Hein. Ça a l'air comme ça, préparé. J'ai un stylo, j'ai des feuilles, mais c'est vraiment freestyle. Et j'ai hâte aussi d'avoir mon propre épisode de Jabal Café pour que je puisse expliquer aussi le début du Jabal Café, pourquoi j'ai voulu faire ça, puisque Laurent était déjà là lorsque j'ai voulu le faire. D'ailleurs, il a été la première personne à qui j'en ai parlé. Et je vous dirai dans mon épisode qu'est-ce qu'il m'a dit lorsque je lui en ai parlé. C'est bon, t'as fini? La prochaine fois, on va faire ce Jabal Café dans ce Jabal Toilette. Ah bon? Tu commences à me tailler? Ça serait vrai. Rapproche mon pote, rapproche-toi un tout petit peu. Là, le débat va prendre une autre dimension. On en était aux grandes rétrospectives. Ouais. Ta lumière iPhone est allumée. On en était. Je vous expliquerai un jour pourquoi. On en était. Et je respecte aussi ta coque. Ta coque, elle est exclusive. On en parlait aussi. Je te parlais des grandes rétrospectives et de moi, en tout cas, ce que ça m'a apporté. Franchement, ça m'a apporté une valeur incroyable. Vraiment, en termes de connaissances musicales. Je me la racontais dans mon quartier ou même avec mes potes à essayer de déblatérer ou à étaler ma culture que j'avais de vous. Clairement, puisque, comme tu le dis, à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de Wikipédia, il n'y avait pas de... On a vraiment eu un... Qui est Chantémour, qui est Kenny Latimore, qui est LTD, qui sont LTD. On a vraiment eu plein de super compliments comme ça. C'est vrai qu'on a vraiment eu de la force pour continuer. C'était une belle émission. Parce que c'était beaucoup de boulot et on a vraiment eu de la force pour continuer. Mais au fur et à mesure des années, on s'est aperçu que fallait un moment choisir entre faire vraiment de la radio, essayer de satisfaire un maximum de monde, ou essayer de faire... Vous éclatiez quand même à l'époque de faire... Vous amusiez bien quand même. Je te dis, on a fait cette émission parce que quelque part on la faisait déjà entre nous au comptoir. Et on voulait garder... c'est pour ça qu'Ali était vraiment précieux là-dessus, on voulait garder une ambiance comptoir. C'était beau. Être trop sérieux et être trop intellectuel, c'était pas notre truc. Voilà. La musique, c'est un plaisir avant tout. Et si tu commences à vraiment être sérieux ou journalistique, en tout cas nous, de notre point de vue, ça nous ennuyait vraiment. Quoi. Tu pouvais partager ce truc-là, mais la musique, c'est fait pour t'évader, te détendre. Donc à la base, c'était notre postulat, c'était vraiment un kiff. Ne pas en faire un truc sans culture ou sacré. C'est pas possible d'aborder ou d'être trop élitiste. Quoi. Je me souviens de... Il y avait un bel équilibre. Juste pour finir avec les grandes rétrospectives, je trouve qu'il y avait vraiment un bel équilibre de radio entre l'info, l'entertainment ou le divertissement, puisque ça vannait dans tous les sens. Ouais, ça vannait, ouais. Entre vous
et même envers les artistes, quoi. Bien sûr. Je me souviens d'un moment, truc, tu vois, pour moi qui était un peu jeune et qui, tu sais, quand on est jeune, on a tendance à idolâtrer, idéaliser et tout. Je me souviens de plein de passages de la grande rétrospective dont je pourrais te parler maintenant, mais je vais t'en citer juste un ou deux. Je me souviens que c'était une grande rétrospective. Comment il s'appelle le pote de Roberta Flack? Il y en a deux, il y a Pibo Bryson et Donny Hathaway. Donny Hathaway. Je me souviens, vous aviez fait une rétrospective de Donny Hathaway. Et c'était super, enfin c'était pas sérieux, mais c'était, voilà, il y avait du contenu, c'était beau, c'était un grand moment de radio, il y avait de la bonne musique. Et là d'un coup, t'as Soumbroso Ali qui raconte la vie de Donny Hathaway, qui est une vie de dingue. Et qui commence à dire, et puis voilà, un jour il a décidé notre beau gosse, Donny Hathaway, de se jeter par la fenêtre, et puis c'est comme ça qu'il est mort, et puis voilà. Il s'est pris pour Jésus et puis il est mort à 33 ans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était un super ton. J'adorais. Alors que 2 secondes avant, il disait que c'était un génie de la musique. Ça, c'est un truc qu'on avait en tout cas que j'avais dans aucune autre radio, aucun autre programme, et encore moins un programme où il passait de la musique black ou R&B ou de la musique américaine. Je sais pas si un jour tu les mettras sur internet, ces émissions ou pas. Déjà tu les as pas, oui, mais je les ai, donc tu le sais. Et voilà quoi, franchement c'était vraiment une belle émission. Pour en revenir au côté radio, après Slow Jam, après les grandes rétrospectives, bien sûr on pourrait parler d'1 milliard de trucs à Génération, dans le rap français, dans le funk ou le raga ou le dancehall ou peu importe. Mais vraiment le but là de cet épisode de Jabal Café, c'était vraiment Slow Jam Laurent. Et c'est pour ça que mon angle, c'est toi, c'est Panda. Elle me regarde. Panda, viens bébé. Non mais il y en a pareil qui s'est arrêté. C'est vrai? Attends, je vais vérifier. Un truc de bise et qui fait plus bise. Je vais vérifier si c'est pas l'une de mes cams. C'est pas l'une de mes cams. Non, c'est bon. Il y a un autre truc que j'ai adoré en tant que fan de radio, en plus de la grande rétrospective et Slow Jam, c'était cette fameuse libre antenne avec Bobby Brown. Ah putain. Et oui. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Bob. Bob, c'était, en tout cas, lorsque j'écoutais Génération à cette époque-là, aucune idée de qui était Bob. Je sais toujours pas qui c'est. Comme ça, c'est clair. J'écoutais et j'adorais votre libre antenne qui, si je me souviens bien, était à midi. Midi 14h. Midi 14h. Et pour moi, encore une fois, c'était un grand moment de radio. Puisque pour une fois, moi, j'étais fan de D-Fool et j'étais fan J'écoutais déjà un peu RMC à l'époque, que je n'écoute plus du tout aujourd'hui, qu'on soit clair, et depuis des années. Mais j'écoutais déjà beaucoup de talk et beaucoup de radios, beaucoup d'autres radios sur la bande FM. Mais j'étais content qu'il y avait des gens qui me ressemblent, ou en tout cas qui parlent un peu de ce que j'aime, ou qui parlent comme je parle, ou qui ont les mêmes références culturelles que moi, qui parlent de tous ces sujets-là. Et là, on était à fond et on était vraiment dans la radio libre, puisque votre concept, c'était Laurent et Bob. Quelqu'un appelle entre midi et 2. Et il y avait pas de... Si je me souviens bien, il n'y avait pas de standardiste ou de quoi que ce soit. C'est oui, allô, qu'est-ce que tu veux? Exactement. Bon, alors, on faisait un petit filtre quand même, mais... T'avais un truc à dire, tu passes à l'antenne. Mais c'était énorme. Alors, comment a commencé cette émission? Pourquoi vous avez voulu la faire? Et si t'en as envie, ta rencontre avec Bob. Rapidement. Tu parles à un fan là, hein. Vraiment là, là c'est vraiment c'est pour moi là. Je sais pas si quelqu'un d'autre écoutait cette émission. Qui était culte aussi, qui était tous les samedis. Ah oui, Génération 2000. Génération 2000, oui, c'est vrai. Il faisait déjà... Ouais, mais j'écoutais pas de rap français. Bob, il a 7000 idées, il faisait déjà de la libre antenne depuis pas mal de temps. Franchement, Bob, faut lui donner ça et c'est un vrai mec de radio quand même.
Mais il reçoit encore des compliments de génération 2000 et de ce que... C'est vraiment, il avait vraiment une voix de radio, un bel accent, une belle culture, il tenait la conversation, il menait les débats. Et c'était vraiment radiophoniquement parlant, pour moi qui étais fan de radio et qui déjà à l'époque commençait à en faire dans mon coin, c'était vraiment beau d'entendre ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, donc je te disais, il avait déjà une émission et il y avait un créneau à prendre entre midi et 14h. Je crois qu'on était encore en demi-fréquence. Je pense que vous l'étiez parce que j'écoutais encore le jazz. Le jazz après, on commençait à s'approcher tout doucement de Paris Jazz pour fusionner. Et par contre, on n'avait plus de contingence d'émissions pour les personnes âgées, comme le premier cahier des charges le préconisait. Donc là, on pouvait faire ce qu'on veut et faire une radio totalement jeune, entre guillemets. Donc, on avait constaté que le midi 14, c'était un prime time. Et qu'il nous manquait un petit peu ça, et que Bob avait déjà une expérience là-dedans. Quelle bonne idée de faire ça. Moi j'étais déjà à l'antenne, j'étais déjà à plein temps, donc j'étais là jusqu'à 14h. Et fallait tenir la baraque, quoi, réaliser, etc., gérer les personnes qui bossaient avec nous, les différents stagiaires divers et variés, dont un de nos stagiaires a continué une belle carrière après, puisque c'était Pascal Feufeu. Ok. Il a commencé avec nous dans cette émission. Okay. Et à la base, on voulait mais pas du tout bosser ensemble. Mais quand je te dis pas du tout, mais pas du tout. Qui a envie de travailler? Je crois qu'en fait, on était tellement cons à l'époque, mais tu sais, voilà, c'est-à-dire que l'esprit de contradiction, quoi. Et on s'est dit, tiens, ben, juste pour faire chier, je vais accepter et on va bosser ensemble. Je te jure, je crois que... Et des deux côtés, ça a dû partir comme ça. Je pose une question c'est une blague, mais je suis sérieux en même temps. T'avais pas peur? Je crois que j'étais... C'est pour ça que je te dis qu'on était vraiment cons. Et moi, peut-être plus que lui. Non. À la base, j'en avais rien à foutre de tout. Et de lui, je me suis dit, bon, si un jour on doit se péter, je perds, autant que je joue de ma gueule. Tu vois, je dirais, là, ça va être vite fait. Si j'ai une chance, c'est de l'ouvrir. Mon Dieu. Et pour l'ouvrir, c'était pas le dernier aussi, donc on a passé des heures à s'embrouiller. Et même après, et même pendant des années, c'est pour ça qu'on s'appréciait, c'est qu'en fait, il y avait un vrai débat quand on n'était pas d'accord. Et au final, ça a peut-être été pour ça qu'on s'est dit, ça peut-être le coup de le faire en fait. C'était une belle émission. Parce que au final, t'en as... Et le pire, c'est qu'au fur et à mesure, souvent on était... après, on a appris à s'apprécier, et souvent on était d'accord, mais il fallait jouer le rôle du good cop, bad cop. Et lui, ouais, c'était son kiff d'être le mec qu'on détestait. Voilà. Non, mais vrai, mais pourtant, t'aimes ça aussi, parce que honnêtement, je sais que parfois, ou peut-être que tu tiens ça de lui. À l'époque, j'avais encore un peu d'amour propre. Ouais. Ça me dérangeait un petit peu, quoi, tu vois. Je dis non, je peux pas dire des trucs pareils. Ils s'en foutaient de passer pour un raciste, un homophobe. Ils s'en foutaient du moment que ça alimentait le débat et que c'était pour l'émission. Ils s'en foutaient totalement. Et c'est là, j'ai fait... Mais il avait une belle voix chaude, avec tu vois, quand je dis chaude, c'était une voix... tu sais, c'était une voix confortable, c'était un gros accent africain. Et surtout, il avait un beau vocabulaire. Il était responsable à 70% de l'animation de cette émission, et de l'animation au sens large, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des gens qui étaient piqués au vif des fois, qui avaient envie d'appeler et de lui répondre à lui. Et ça ne parlait pas du tout de rap français. Ah, pas du tout, non. J'ai adoré ça. Comment faire une émission la vie au quotidien sans rap français sur Génération. Il ouvrait le Parisien ou Le Monde, il achetait toute la presse BOB. Il ouvrait et il me dit qu'est-ce que t'en penses, et à chaque fois en fait c'était une évidence, quoi, tu vois. Et on a traité tout, hein, de l'homosexualité, de racisme, mais c'était tous les jours, quoi, un sujet différent tous les jours. Donc là je te prends ceux qui le standard était comment? Plus marqué. Voilà, c'était le feu. Les gens aiment s'exprimer de toute façon, donc ils étaient. Il y avait plus de personnes qui écoutaient que Slow Jam. Je pense, ouais. Mais oui, évidemment. Mais ouais, je pense, il n'y a pas photo. Mais en plus, ouais, c'était des sujets vraiment larges, mais des sujets qui nous touchaient vraiment, quoi. Ceux qui écoutaient du rap, du funk,
écoutait Génération, je pense qu'ils se posaient les mêmes questions. Quoi, mais qu'il y avait une vie sur à le côté. chômage, Exactement. sur la discrimination. Exactement. Il n'y avait pas que la musique pour eux. La sexualité en général. Et voilà, on s'est bien marré à le faire en tout cas. C'est vrai. Bien marré, ouais. Vous avez fait du bon boulot. Après, on a eu un palmarès de conneries interminable sur la radio. Celui dont je me souviendrai longtemps, qui était vraiment une belle expérience, parce qu'on l'a fait totalement à l'arrache et ça aurait pu être un gros carton, c'était Hip Hop Star avec B.O.B. On a fait Hip Hop Star. Ça me dit quelque chose. J'étais déjà là, je pense, à Hip Hop Star. Je pense, ouais, parce que c'était après. Hein. Je sais, mais j'étais tellement dans le R&B que même Hip Hop Star, ça me dit quelque chose. C'était une bonne émission. De hip-hop? Ouais, tous les vendredis soirs, on avait ramené des représentants de tous les départements. Ah oui! Qui s'affrontaient à l'antenne. Avec des instruments. Concours de freestyle, concours de texte imposé, différents trucs divers et variés, après clash. Évidemment. Et il en reste à qu'un. Donc il y avait Babar qui a signé chez Cut Killer à la fin, qui avait gagné. Babar, il me dit quelque chose. Il avait remporté toutes les épreuves. C'était un peu... Tu veux que je te dise un truc où maintenant... Avec des invités ma mémoire me à revient, chaque émission. C'était avant... moi qui connaissais bien Sky. C'était avant... C'était quoi le concours de Sky? Je me souviens plus. Il y avait Sky ont fait un Max concours. 209 ou un truc exact, comme ça. Max 209. C'était avant Max 209. Ouais. Je pense même que quelque part, ça a inspiré Max 209. J'en sais rien, mais parce que c'était quand même fait. Non, je le dis, c'est mon impression. C'est mon impression. Et encore une fois, c'était une idée de Bob. Ouais, ça c'était vraiment Bob, ça. Il était créatif comme même. Ouais, tout en plus, tout, les épreuves, tout. Il fallait juste un gars pour que l'émission ait lieu. Et voilà, moi j'avais mis tout en onde. J'ai vraiment juste mis en onde cette émission-là et je l'animais avec lui. Mais non, c'était l'idée de Bob, ça, ouais, de A à Z. Il avait vraiment des bonnes idées. Quand je dis... Celle-là, elle était fraîche, mais il nous en fallait un peu plus de moyens. C'est pour ça que je dis que c'était à l'arrache, parce que le concept était vraiment cool. Quand je dis tout, c'est ça. Comment ça s'appelait? Hip-Hop? Hip-Hop Star. Hip-Hop Star. C'était quoi l'émission de rap français le dimanche matin? Le samedi matin, c'était Génération 2000. Génération 2000. Et aussi, comment ça s'appelle votre émission. Elle avait une... Non, il n'y avait pas de nom. Après, on terminait l'émission en donnant un coup de main au rappeur indé, qu'on avait fini par appeler Independenza. Qui est devenu une compile, si je me souviens bien. Ouais, qui est devenu une compile. Comme j'étais corse et qu'il y avait un mouvement indépendant du corse, donc on dit qu'on allait l'appeler par le nom corse, quoi, tu vois, Independenza. Chercher les problèmes. Ouais. Mais c'était une émission qui avait pas mal buzzé. Après, je croyais plus trop, moi, au concept de faire une émission réservée pour les indés, en fait. En partant de... Bravo, en tout cas, c'était des belles émissions de radio que j'ai écoutées. Et pour moi, c'était mes grands moments de radio dans ma petite culture radiophonique. C'est à peu près à ce moment-là, je pense, que j'ai débarqué à Génération. C'était pas facile, hein. C'était pas facile. C'était pas facile parce que je t'ai envoyé plein de lettres en recommandé, que tu as reçu et signé, que tu ne m'as jamais répondu. Des demandes de stage, des lettres de fans, que tu as totalement ignoré d'ailleurs, merci. Et à ce moment-là, je faisais mes études pour être en expression journalistique, radiophonique. Là, je pense que j'avais fait Radio FG, j'avais fait Espace FM, j'avais fait... Tu vois, plein de trucs à travers mes études, à RTL, à France Inter. Donc voilà, je commençais déjà à être un peu pro, quoi. Et tu veux que je te dise? Personne d'entre vous ne m'a répondu. Que ce soit toi, que ce soit le directeur en charge de l'époque. Mon gars, j'ai tout fait pour aller à Génération et personne ne m'a ouvert la porte. Et un jour, j'ai appelé et j'ai vraiment insisté. Bob a répondu. Comme s'il était chez lui, évidemment. Allô, oui, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, j'ai envie de faire de la radio. Attends, je te passe... Il m'a passé Bruno. Je sais qu'il y a eu un peu ce franc, quelque part. Donc...
Donc voilà, j'étais bien content, tu vois, d'avoir eu Bob à ce moment-là. Je l'avais reconnu, je pense que, je sais pas si il s'en fout, ça l'avait peut-être un peu flatté, où je lui avais dit, ouais, j'écoute ton émission avec Laurent, c'est mortel et tout. J'aimerais bien faire un stage à Génération, hein. Comment on fait? Et voilà quoi, à travers lui, et je sais plus dans quelle mesure, mais je dois lui rendre ça aussi à Sofran, qui m'avait passé le directeur en charge à cette époque-là. Évidemment, tu m'as snobé jusqu'au bout, et tu m'as mis au placard jusqu'au bout dès le début, mais encore une fois, ouais, Bruno, qui était le directeur en charge à ce moment-là, avait écouté ma maquette, il m'avait reçu dans son bureau et il avait écouté ma maquette et il m'avait dit ah ouais, mais ce que tu fais là, c'est vraiment du slow jam. Puisqu'évidemment, moi j'avais tout simplement pompé ton concept et j'avais fait une maquette slow jam. Je sais pas si t'avais kiffé ou pas, mais j'en avais rien à faire de toute façon. Et il a écouté, il m'a dit écoute, je vais te mettre avec un mec qui s'appelle Laurent. Je dis qui? Je connais pas. Ok, pas de problème. Et là, il m'a mis, il m'a balancé dans tes pattes. Tu te souviens de ça ou pas? Ouais, je m'en souviens très bien. Et rapidement, c'était quoi tes premières impressions quand tu m'as vu? Ou quand t'as écouté mes trucs? On en parlera dans mon épisode, mais bon, rapidement. Déjà, Génération, on partait rapidement, on partait d'un statut associatif. J'explique pourquoi on répondait à personne. Et au niveau technique, c'était pas comme maintenant, quoi. T'étais obligé, si tu voulais être un peu ambitieux, de décupler ton temps de travail. Et à l'époque, il y avait Iwan qui était bien présent. On était très peu de salariés, mais Iwan s'occupait beaucoup de la technique. Et quand moi je suis arrivé vraiment en tant que salarié, j'avais pris l'émission du matin. Quand on voulait être un peu ambitieux, ça prenait beaucoup de temps, quoi. Donc on avait fait plein de concepts différents, dont un dont je me souviens, on avait fait notre zapping chaque semaine, voire tous les jours. On faisait un zapping de ce qui s'était passé de ouf à la radio. Il s'est passé des trucs de ouf quasiment tous les jours, c'était n'importe quoi. Et ça demandait à l'époque un travail de ouf. Aujourd'hui, t'es là, tu prends les MP3, c'est fait en 2 secondes. Tu m'as fait bosser. Hein. Aujourd'hui, à l'époque, c'était mort. On récupérait même sur des cassettes VHS les émissions qu'on enregistrait. C'était n'importe quoi. Donc, si tu voulais être un peu ambitieux, avoir du contenu un peu cool et être concurrent des autres radios qui avaient 10 000 fois plus de moyens déjà à l'époque que nous, il fallait prendre du temps. Donc on était en général en cabine et on bossait avec les moyens du bord, quoi. Ouais. Donc à un moment on dira t'as de l'aide, c'est cool, tu prends du temps, mais tu ouvres le courrier, si c'est vraiment important, tu réponds, tu fais quelque chose. Si c'est pas important, tu mets de côté, tu dis on verra plus tard, quoi, tu vois. Mais après t'étais toujours flatté de recevoir des lettres, c'était toujours un kiff, j'ai toujours kiffé le tu te souviens de ma lettre ou pas? Et surtout à l'écrit. Non, je me souviens pas, mais je me souviens d'en avoir reçu, d'avoir kiffé à l'époque, quoi. Surtout celles concernant Slow Jam, il y en avait vraiment des folles, quoi. C'est vrai, des lettres, hein, pas des filles. Oui, je suis sûr qu'il y avait des filles aussi. Il y en avait, mais il y avait vraiment des lettres qui étaient vraiment charmées. Et donc c'est pour ça qu'on était tout le temps la tête dans le guidon. Donc si on ne disait pas ouais tu vas bosser avec lui là, tel jour, tu prenais même pas l'initiative d'essayer de trouver de l'aide. T'avais pas le temps. Et c'est arrivé, t'as dû le voir, quoi. C'est-à-dire qu'au début, t'as tellement du boulot. C'était incroyable. T'es ou désagréable ou froid, mais ou t'es un mélange des deux parce que t'as 10 000 trucs en tête. Je te rassure, t'as été les deux. Désagréable et froid. Ouais. Le mec est fan de Slow Jam, mais en plus, avec le temps, j'essaie de prendre quand même des distances avec ce que ça pouvait apporter en amour-propre la radio. Le mec des fois qui était trop fan pouvait passer plus de temps à être fan qu'à bosser, donc des fois il valait mieux prendre un mec qui écoutait du hard. C'était mon cas. Tu lui disais, laisse pas terminer. Okay. Tu lui disais bosse et il bossait bien, il s'en foutait qu'il y ait Joey Stark qui se pointe ou Booba. Et au moins ça bossait, et sinon t'avais le fan, t'étais là, t'étais obligé de reprendre ce qu'il y avait à faire derrière, et là c'était vraiment relou. Donc tu t'enthousiasmais pas particulièrement parce qu'il y avait un mec qui écoutait Slow Jam. Mec, j'avais l'impression de rencontrer un prophète pour moi, franchement. Parce qu'on bossait comme pour des moi, ouf avec. C'était waouh. Quand Bruno m'a dit, bon allez, il a écouté 4 secondes de ma maquette, il m'a dit c'est très bien, j'adore, va avec Laurent. Et moi c'était une bonne idée, bravo à Bruno parce que c'était une bonne idée, ça a apporté des résultats directs, t'as pas glandé, c'était frais, c'était de bonne humeur, tu t'es mis vite fait au pli. Merci. Et il n'y a pas longtemps, je racontais à une connaissance qu'on a en commun,
L'anecdote, ça arrivait super vite, ça je m'en souviens. Je sais même pas si tu t'en souviens. Ah, je sais pas si j'ai envie que tu le dises. J'étais dans des bails perso et où déjà professionnel, il y avait déjà beaucoup de boulot, mais en plus, en perso, moi j'étais déjà bien occupé. Mon Dieu. Et tu vois la sueur là ou pas? Bouger, t'es arrivé, ça devait être ton 3e jour de stage. J'ai fait, oh, tu vas l'interviewer Joey Star, je reviens demain, passe une bonne journée. Tu te rappelles des jours là? Je me souviens, ouais. C'était pas ça. C'était le meilleur test. C'était le meilleur test, parce qu'au final, c'était passé super correctement. Mec, c'était mon baptême du feu, en fait, à Génération, c'était mon 2e baptême du feu. Mon premier, franchement, c'était de te rencontrer. Dans une cabine minable. Ouais, je m'en souviens. C'était ni respectueux pour toi, ni pour l'interviewer. Et en non, plus, il fallait que ce soit... Lui, il a kiffé. Il fallait que ce soit Joey. Ah, ça dépend de celui qui s'en occupe. Lui, il était frais. Il a kiffé parce que t'as fait en sorte que ce soit frais. Merci. Franchement, ouais, je me souviens, je pensais que tu allais sortir une autre anecdote, mais oui, je me souviens de ce moment-là parce que ouais, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que voilà quoi, tu m'as mis au pied du mur en me disant, bon écoute, tu vas interviewer Joey Star, tu sais qui c'est quand même. Ouais. Enfin, même si tu sais pas, de toute façon, c'est comme ça. Ouais, en gros, c'était ça. Ciao. Je suis parti en scooter. Mais quand même, tu vois, voilà, même si tu vois, j'ai mon bagou, j'ai mon... tu vois, je sais qui je suis, même à l'époque. C'était ça la vraie école Génération. C'était comme ça déjà, tu faisais une sélection naturelle. Joey Star que j'adore. Excuse-moi, moi c'était quand même un peu flippant. Ah mais il a tout fait pour t'intimider. Il l'a pas fait, franchement il en avait l'occasion. Il a été top, top. Et on s'est retrouvés comme tu as dit, dans un studio, dans le dernier des studios de Génération, et il a été super frais, et puis ça s'est bien passé. C'est comme ça qu'on jauge. On n'avait pas le choix de toute façon, c'était où tu te formais un peu tout seul et tu faisais preuve d'initiative et de sens de l'organisation par toi-même. Ou s'il fallait qu'on t'assiste, tu dirais pas longtemps à Génération. À cette époque-là en tout cas. Bah, au bout de 3 jours, ouais, là j'étais tout seul à la technique, à interviewer Joey Star dans le studio le moins maniable de la radio. Ouais. Ça, c'est un vrai test. Si je peux me permettre, ça puait même un peu dans le studio. Bah, ça pue partout, on avait le droit de fumer, on avait le droit de fumer où on voulait. Qu'est-ce que vous m'avez enfumé? C'était un vrai bordel. On avait une salle à un moment pour fumer. Salle de bédo, ça sentait le shit. Mon Dieu, je m'en souviens. Je sais pas si tu te souviens. Je sais pas si je devrais le dire, mais bon, tant que premier. Fuck. Alors moi, je débarque. Avec mes colliers et mes écharpes, de bon cœur, quoi. Et j'entends, ouais, bon, on fait une réunion. Moi, je dis, oh là là, on va faire une réunion, ils vont faire une programmation, ils vont travailler sur A2I, ils vont... Tu te souviens ce que ça voulait dire? C'est une réu. Ça voulait dire, on va fumer des gros jokos tout de suite maintenant, parce que la journée est longue. Exactement. J'ai halluciné, j'ai dit, c'est quoi ça? Ah, parce qu'il en sortait plus de ces instants-là que de certaines réunions organisées. Donc on s'est dit finalement les réunions c'est ça quoi, tu vois. On était logique. Waouh. C'était vraiment des bons souvenirs, et j'étais bien content tu vois, d'avoir fait cette interview avec Joey et vraiment d'avoir rencontré tout le monde. Franchement, peut-être que j'en reparlerai dans mon épisode du Jabal Café, mais vraiment l'accueil a été, à part toi, a été vraiment, et d'autres, mais a été vraiment bon quoi, tu vois, tous les DJ, je me souviens de Ria aussi, qui était un gros fumeur de Jokos aussi, qui m'a bien enfumé dans le studio, mais qui était un mec top, enfin même Lion, plein de DJ et de gens qui bossaient à la radio, moi qui débarquais de nulle part, franchement, j'ai été vraiment bien accueilli par ces gens-là. Et c'était cool. Rapidement, autre chose dont je voulais te parler, parce que toi tu parles du test de Joey Star, mais puisque ton épisode s'appelle Slow Jam, évidemment moi j'étais fan de Slow Jam, donc merci de l'avoir dit. J'étais pas seulement un fan de Slow Jam, mais j'étais aussi, franchement, un bosseur de malade, sans vouloir me jeter des fleurs. Vraiment, j'ai adoré bosser pour toi et bosser pour Génération. C'est vraiment très très formateur pour ce que je suis, pour tout plein de choses. Et un jour, il y avait, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui faisait les invités ou je sais pas quoi.
qui me croise dans le couloir et qui me dit c'est toi qui R&B, je sais pas quoi là. Je dis ouais, c'est moi. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Et il sort un CD qui est même pas ouvert, qui fait demain il va venir lui, tu le connais? Et c'était Anthony Hamilton. Et j'ai dit mais évidemment, c'est énorme. En ce moment, il est en train de faire un truc de ouf en R&B, en soul, et bien sûr que je le connais. Là, c'était vraiment un grand moment pour moi parce que j'ai adoré. C'était ma première interview dans laquelle j'étais assisté pour Slow Jam. Raison pour laquelle j'étais venu à Génération. J'étais pas venu pour faire tout ce que j'ai fait à côté, j'étais venu pour Slow Jam. Et vraiment, c'était un grand moment, cette interview avec Anthony Hamilton. Tu t'en souviens un petit peu? Super bien. Ah, tant mieux. C'est super bien. Tant mieux, je te demanderai juste après. Un mec super humble, super bon, artiste hors pair. Et c'était la première interview que j'ai fait avec toi d'une longue... On a fait Musiq Soulchild, on a fait Joe Sample, on a fait plein de gens du R&B. John Legend. Ouais. John Legend, tu me l'as un peu balancé comme Joey Star. Tiens, en fait, fais John Legend. J'étais là pour John Legend. J'étais là. Ok. J'étais là, je m'en souviens. Ok. Et il a fait la première fois en tout cas, il a fait un showcase piano. Après, peut-être une deuxième fois, je te l'ai balancé. Non, la première fois, il est venu avec un piano. La première fois, piano, j'étais pas là. Et là, on a fait un slow jam acoustique. Ouais, ça devait être énorme parce que j'étais pas là. Par contre, la deuxième fois, franchement, tu me l'as un peu balancé. Possible, ouais. Et pardon. Et Anthony Hamilton, pour moi, c'était vraiment un bon moment. Parce que ça représentait l'aboutissement vraiment de mon fanatisme pour le R&B et pour Slow Jam. C'était ma première interview et elle était totalement en anglais. Moi qui kiffais déjà parler anglais à l'époque et tout. Et merci de m'avoir poussé, de m'avoir vraiment intégré à cette interview alors que j'étais uniquement stagiaire. J'étais encore un peu au placard à ce moment-là. De toi, hein, pas des autres. Hein. Les autres, ils me kiffaient. Toi, t'étais encore un peu froid et distant envers moi. Mais franchement, j'ai dit ça en rigolant parce qu'il y avait vraiment aucune malveillance. Et Anthony Hamilton qui nous explique comment il a explosé et comment il est devenu qui il était à ce moment-là. Je crois qu'il était numéro 1 au Billboard 200. Ouais, ça se passait pas trop mal pour lui avec Charlène. Avec Charlène et Coming From Where I'm From et tout ça. Ça c'était un vrai gros morceau, c'était un moins gros hit. Mais Charlène, c'était Charlène, vraiment ouais, c'était son hit. Tu te souviens de cette interview? Tu peux m'en parler rapidement? Écoute, je me souviens parce que je l'attendais avec impatience. C'est un mec dont le parcours était beaucoup plus long que celui de juste cet album qui venait de sortir en fait, et pour lequel il venait de faire la promo. Je me souviens plus et que sa voix, elle me hantait depuis presque 10 ans en fait. Wow. Parce qu'il avait signé chez Uptown, un label de New Jack à l'époque, un label de Mary J. Blige et Jodeci. Et après il apparaissait, il essayait de surnager de temps en temps, et c'était un espèce de poissard qui n'arrivait pas à signer au bon endroit. Il était même sur un album d'Akon et compagnie. Ouais, je sais pas si c'était sur un album d'Akon, mais il avait participé à pas mal de projets divers et variés. Finalement, je crois que c'est Jermaine Dupri qui le récupère contre toute attente. Il avait fait les tournées aussi avec D'Angelo. Exactement, ouais. C'était le backer de D'Angelo. Tout à fait. Ouais. Et donc il y a plein de trucs intéressants à revoir avec lui et savoir comment il avait pu s'en sortir et ce qui s'était passé pendant tout ce temps-là. Et puis avoir un rescapé d'Uptown, c'était quand même cool, quoi. Et c'était ouf, ouais, comment le gars était super simple. Je crois qu'après on l'a aidé, je sais pas si tu te souviens, on l'a aidé à réparer son blouson dont la fermeture éclair ne fonctionnait plus, quoi. Donc c'est comme ça que c'est terminé. Richard, le mec. C'est comme ça que c'est terminé l'interview, c'est-à-dire que c'était vraiment on ne peut plus simple, quoi. Et ouais, c'était un bon souvenir, parce qu'il avait il a une voix qui m'a hanté pendant longtemps, ce mec-là. Et il a vraiment une sacrée histoire. Je me souviens quand il commençait à dire voilà, à un moment j'en avais juste marre de la musique, j'en avais juste marre du business, et j'ai décidé d'arrêter de me raser. Et puis voilà, j'avais cette vieille casquette de farmer, voilà, aucun style, aucun swag. Et voilà, j'étais allé il racontait qu'il était allé au barbecue seul toi connais les noms de ces mecs-là. Bref, et il y avait Bill Weather qui lui avait dit ah ouais, à ce qui paraît, c'est toi qui
qui a la même voix que moi et tout. Et voilà comment il avait rencontré Germaine Dupri. On a été tous les deux touchés par son témoignage et par son histoire. Bizarrement, franchement, ces 10 dernières années, je me suis énormément remémoré cette interview parce qu'il m'est arrivé des trucs similaires en fait. Alors je sais pas si c'est cette interview qui m'a dirigé vers ça, mais souvent je me suis dit putain, j'y suis souvent revenu en référence à ce qui m'est arrivé, à tout ce qui m'est arrivé ces 10 dernières années, bon et mauvais. Et je sais pas si tu t'en souviens, une fois l'interview fait, je t'avais rien dit. Je suis rentré chez moi, j'ai pris les bandes et je les ai toutes traduites en français. Il y avait quoi? Je crois qu'il y avait 1 heure ou 1 heure et demie. Sachant qu'à l'époque j'avais je crois que j'avais pas d'ordinateur. J'avais juste le truc pour écouter. Et j'ai tout traduit. Et je t'ai ramené ça. Et je me souviens de je t'ai dit ouais voilà en fait si tu veux les mettre pour Slow Jam, je t'ai traduit tout l'interview en français. T'as plus qu'à lire. Tiens, c'est pour Slow Jam dimanche. Tu me dis quand ça passe, comme ça j'enregistre alors que j'avais les bandes. Et je pense que c'était ce jour-là où tu m'as regardé. Franchement, tu m'as regardé, tu m'as dit mais d'où tu sors toi? Qu'est-ce que tu veux quoi? Et c'était un bon moment. C'était un bon moment. Ouais, c'était frais en télémètre. C'était frais. Ça t'a plu cette traduction et cette diffusion? Mais c'est clair, c'est pour ça que ça a tout changé parce que on devait tout se taper. C'est-à-dire que vraiment, on se tapait tout ce travail de fourmis. Ça et 3000 autres choses, quoi, tu vois. Et moi, je me souviens vraiment d'avoir passé des heures avec Iwan. À faire des trucs divers et variés pour l'antenne de cette radio. Des montages, donc à un moment de ne pas avoir à se taper ça, parce qu'à côté de ça, je vais certainement écrire aussi pour la rétro, essayer de m'organiser, trouver les disques pour réaliser ça. Parce que des fois tu t'appelais ça appelait à des heures impossibles avec ce Brother Ali, mais cet album des Crusaders, tu l'as parce qu'il y a quand même ce 8, on est obligé. C'était n'importe quoi. D'ailleurs, ton bed fétiche, c'était un morceau des Crusaders. C'est pour Slow Jam. Pour Slow Jam. C'était Joe Sample des Crusaders. Ouais. C'était Joe Sample. Et c'était quoi le morceau? In All My Wildest Dreams. Qu'on connaît mieux sous le Dear Mama de Tupac. Dear Mama, Tupac. Quand j'écoutais ce morceau, je me disais waouh. D'une, ça me rappelait Slow Jam. De deux, ça me rappelait surtout Tupac puisque c'était plus mon époque. Et grâce à toi, j'ai rencontré Joe Sample. Puisqu'on l'a interviewé. C'est complètement ouf ça. Il est encore vivant? Non, je crois pas. Waouh. J'ai une photo de lui avec. Non, avec Randy Crawford. Avec Randy Crawford. Avec Randy Crawford. Énorme. On a fait Randy Crawford et Joe Sample. Le même soir. Le même soir. Et en même temps, je pense. Ouais. Elle était super chaude. Ouais. Si tu te souviens. Elle faisait des allusions sexuelles toutes les 2 secondes. Ouais, elle était prête. Elle était prête. Et Joe était déjà vieux. Joe Sample était déjà vieux. 2 légendes dans un studio. Ouais. Putain, ça c'était ouf. C'était ça aussi la magie des générations et pourquoi j'avais envie de travailler pour cette radio. Pardon, et ça s'est très souvent passé avec Busta Rhymes, avec Beenie Man, avec Joey Starr, avec je sais plus qui d'autre, Ciara. Tout était possible. Vraiment, hein, tout était possible et il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées et qui auraient pu être improbables et qui se sont passées à travers toi et à travers la radio. Donc déjà, merci pour ça. Et puis voilà, je pense qu'on a tout fait. Je voulais juste parler aussi de puisque voilà, j'ai toujours été un peu quinri, j'ai toujours voulu parler anglais, je me suis toujours vraiment intéressé à ça grâce au R&B et grâce au rap que vous passiez. Mais surtout aussi grâce à ce délire de traduction, il m'est venu d'Aware. Le docteur. Dr Aware. Puisque Fab et Aware, c'était aussi 2 personnes qui m'ont donné envie de travailler à Génération et surtout de faire plein d'autres choses que j'ai pu faire avec Hip Hop Love Soul ou avec le J-Bus plus tard, puisque c'était en voyant Fab hoster des soirées, puisque j'allais dans ces soirées, que je voulais faire ça. Et ensuite, je l'ai fait. Mais ces 2-là ont été d'une grosse influence pour moi. C'était vraiment irréel pour moi de les voir et de travailler avec eux.
Et quand j'étais fan aussi de... c'était quoi l'émission de Sway? Putain, j'ai même interviewé Sway grâce à Aware et Fab. C'est ouf. Qui me l'ont amené, qui m'ont dit Jabal, tu veux l'interviewer? Vas-y. Ouais, ça aussi c'était du taf. C'est tellement... Mais c'est pas magique ça, Sway. Fucking Sway. Ouais. Je l'ai interviewé grâce à Aware et Fab, quoi. On a pu passer même des interviews d'Eminem grâce à Sway. Et grâce à Aware surtout. Tu vois. Et Aware, avec qui je passais beaucoup de temps en studio, il se prenait la tête à traduire 3 heures de show de Sway et comment il s'appelle son DJ? Putain, je me rappelle plus. Ah, c'est un DJ super connu. Bref. Et vraiment cette éthique, je l'ai eu en voyant Aware travailler. Vraiment. Il était dans le studio 2 et il écrivait tout et puis il traduisait avec un slang pas possible, un familier de LA, de Détroit, et il comprenait et il traduisait. Ouais, il était chaud. Alors qu'il était autant français que toi et moi. Je te jure. C'est ouf. Hein. Donc vraiment, rest in peace puisqu'il nous a quittés, Aware, et j'en garde vraiment de très bons souvenirs. Après, il y a plein d'autres choses. Là, on commence à dériver de Slow Jam et de ton épisode. Mais ouais, voilà, je voulais juste dire, ouais, il y avait les Sway, il y avait les Aware, les Fab, les Cozy, les Iwan, Mac5, Oumar avec qui aussi j'avais de très bonnes relations. C'était un vrai gars qui était très empathique, en tout cas envers moi. Et voilà quoi. Après ça, on a commencé à travailler ensemble et là c'était frais. Pour revenir à ton parcours radiophonique et à ce que tu faisais à Génération avec Slow Jam, puisqu'à ce moment-là, tu commençais à laisser tomber Slow Jam. Vraiment là, tu commençais à faire plus de l'animation. Ouais, je faisais toute la semaine déjà. Puis le dimanche, c'était un peu moins motivant et je pense que les balades R&B à proprement parler, comme dans les années 90 et le début des années 2000, avaient moins d'intérêt. Pourtant, tu passais du nouveau Usher, du nouveau Kells, du nouveau Ciara, du nouveau tout ça. Mais il y a un moment où je trouve que ça a eu... Tu t'es désintéressé du R&B? Ouais. Le R&B, non. Jamais, encore maintenant. J'écoute des trucs de fou, des trucs de malade. T'écoutes quoi, vite fait? Les derniers trucs, 2, 3, rapidement. Attends, je regarde sur mon téléphone comme tout le monde, je suis jeune. Go. Non, il y a des trucs de fou. Et où est-ce que je veux en venir rapidement pour finir avec ce... Chris McClenny. Chris McClenny? Un assassin. Chris McClenny. Bon, tu me feras écouter ça après. Khalid, c'est mon gars. C'est quoi, Emotion? Un truc comme ça? Location. Khalid, c'est mon gars. Sûr. C'est ma pote la portoricaine dont je t'ai parlé qui me l'a fait découvrir. Roy Wood, c'est la vérité. Ok. Là, à la limite, en ce moment, il y aurait peut-être, avec les Canadiens, la nouvelle vague canadienne, il y aurait peut-être un peu plus d'intérêt à faire Slow Jam, mais je te dirais que la fin de l'époque Jagged Edge, montrer un peu plus de faiblesse dans la qualité des compositions. Et surtout que les rappeurs ont commencé à chanter. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, mais après les rappeurs ont commencé à bien chanter, donc ça a commencé à combler c'était un manque qu'il pouvait y avoir. Mais voilà, il y avait moins de grandes compositions. Comme à l'époque, ça chantait plus rappé en fait. Ouais. Et du coup, je trouvais qu'il y avait moins d'intérêt, les morceaux étaient consommables un peu plus vite, et fallait voir l'émission autrement, c'est-à-dire que l'émission était trop vieille, quoi. Il y a moyen de faire quelque chose ça me fait encore moins le bien que tu dises ça. Pourtant, j'ai arrêté de l'écouter à un moment où... Ouais, c'est comme ça. Parce que tu l'animais plus, à un moment, tu l'animais plus. Tu passais que les morceaux. Elle aurait un sens en mode old school. Okay. Elle aurait un sens en mode old school, mais là, en mode nouveauté, peut-être un peu plus maintenant. Mais avec des paroles plus salaces. Donc du coup, il y avait un côté love dans Slow Jam, même si de temps en temps, moi je pense, et je sortais du sujet. Je pense, et j'étais déjà là, et je te voyais faire à l'époque, en termes d'homme de radio, je t'ai vu t'intéresser beaucoup plus aux audiences et aux chiffres. Et tu commençais, pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer, de te désintéresser de Slow Jam et du R&B et de compagnie. En tout cas, de
de moins t'intéresser. Pourquoi d'un coup tu t'es intéressé, tu t'es mis des challenges pour atteindre les objectifs que tu as atteints en fin de contrat là, à Génération, là en 2016. J'ai l'impression que depuis, on va dire, 2012, j'ai commencé à t'entendre parler vraiment, tu vois, honnêtement, de ouais, il faut faire ça. T'as été beaucoup plus pro, t'as élevé la barre, les résultats ont été là et voilà, ouais, t'as upgrade ton game. Qu'est-ce qui... C'est pour pas refaire ce que t'as déjà fait. C'est comme quand tu poses la question à Jay-Z, pourquoi il refait pas Reasonable Doubt? Dis donc, tu te compares, c'est une belle comparaison. Dit-il avec ses white kicks. Exactement, non, je te dis ça parce que c'est une question qu'on avait posée avec Fab quand on avait rencontré Jay-Z. Je te dis, je l'ai fait. Toi, t'as rencontré Jay-Z avec Fab? Ouais. Énorme. Ouais. Il y avait Frankie aussi. Et du coup, ça paraissait tellement évident sa réponse que je lui dis, bah, on le fait des fois nous-mêmes sans s'en apercevoir. Pourquoi on voudrait que quelqu'un refasse toujours la même chose? Donc quelque part c'est limite pour essayer de revivre autrement une adrénaline que tu as vécue, c'est qu'à un moment au meilleur de Slow Jam, parce que c'était le départ, tu avais un standard qui pétait, tu avais l'impression vraiment d'avoir beaucoup d'auditeurs, de partager de la musique, et à un moment tu dis j'ai envie d'en partager encore plus et avec plus de monde. Et ça demande un autre travail. C'est-à-dire que Slow Jam a des limites et quand tu veux plus, tu peux pas le faire avec Slow Jam, donc tu le fais avec autre chose. Donc tu le fais après avec une antenne, tu le fais la journée, tu le fais avec d'autres. C'est à ce moment-là que j'ai totalement arrêté d'écouter Génération. une autre façon d'animer, c'est ce qui est aussi intéressant parce que c'est quelque part quand tu as un bon morceau, c'est comme ça, comment tu peux faire pour les mettre le plus en lumière possible? C'est en essayant d'avoir un maximum de temps. Si demain j'avais envie de tester Khalid, ouais. Autant le faire dans une radio qui fait entre 2.5 et 3 points que dans une radio qui fait 1.5. 0.8. Ouais, 0.8, 0.9. Commence pas. On va bientôt finir l'interview. Voilà, tu t'es retenu. Tu m'as fait passer par Marcel Samba, moi. Ouais, on n'est pas très loin de Marcel Samba, en effet. Ouais, en effet. Donc, non, voilà, c'était juste continuer à faire ce qu'on a toujours essayé de faire et à un moment, Génération s'en est donné les moyens, on a pu le faire. Et c'était super. C'était une super expérience. C'était l'expérience la plus intéressante, c'était celle de ces dernières années entre nous. Je te félicite parce que la seule chose que j'ai gardée ces dernières années de Génération, c'était surtout, voilà, moi j'ai vécu mon Génération dans une bonne époque que j'ai adorée. Celle-ci est très bien aussi. C'est moins la mienne. Et je te félicite parce que franchement, en tant qu'homme de radio et surtout en tant que challenger, tu as vraiment atteint des objectifs que, à mon époque, à Génération, j'aurais jamais imaginé. J'étais très familier avec les chiffres et médiamétrie puisque je les ai étudiés dans mon école de radio. Donc je savais ce que ça représentait. Mais à un moment, honnêtement, moi je me suis dit, bon, qui font les interviews avec Sleepy Brown et laissons tomber les sondages. Et oui, mon gars. Et je t'en ai passé des meilleurs. Voilà. Je t'ai épargné plein de trucs dont tu te souviens pas. Très sélectif. Moi, je me souviens des 3 derniers mois. Oula. Mec, je suis resté plusieurs années. Hein. On en reparlera si tu veux dans mon épisode. Et voilà, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vraiment, je te félicite. En tant qu'homme de radio, pour moi, tu es vraiment une valeur sûre. Tu as beaucoup apporté à la radio française, à la radio parisienne, à la radio hip-hop et R&B, soul. Ces dernières années, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je sais que tu es à l'origine. Peu importe ce que tu dises, moi, tu m'en as parlé bien avant que ça explose. Tu vois, de tout ce qui est les nouveaux rappeurs comme PNL, comme Jul, comme plein d'autres que j'écoutais pas, que malheureusement j'écoute toujours pas parce que ça me parle pas et c'est pas mon époque. Mais en tant qu'homme de radio, c'était super judicieux et c'était bien vu
je les cite ces deux-là, mais il y en a plein d'autres en fait, j'arrive même pas à prononcer leur nom en fait, je sais même pas qui c'est, mais tu me les as fait écouter en privé, toi et moi, en me disant « Jams, écoute ça, c'est énorme !» Et moi je t'ai dit « Mais c'est quoi ça? Laurent, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et tu me disais « Ça c'est le futur !» Et après, quelques semaines ou quelques mois, je me suis retrouvé à danser sur cette musique-là avec mes neveux et mes nièces dans le salon. Bon vieux Joule. Et là, je t'ai dit, mais c'était quoi ça? Comment t'as fait? Comment tu savais? Et là, tu me disais, mon gars, c'est ce que les gens veulent, regarde, ça marche, tes neveux écoutent ça, donc c'est ça. Ah, mais je te jure, c'était le même principe. On est à des années-lumière de Slow Jam et de Brian McKnight. C'est exactement le même. Oui. C'est exactement le même principe. Je te promets, c'est exactement le même principe. Quand toi et moi on kiffait encore Slow Jam, même qu'on kiffait même Anthony Hamilton, qui était peut-être le dernier à chanter comme ça, avoir des accents soul un peu des années 70. Il y avait, je parlais de Jagged Edge, c'est eux qui me viennent en tête, mais il y en a plein. Jagged Edge commençait déjà à chanter un peu de spi sur le remix de Promise, quoi, tu vois, où ils commençaient déjà plus ou moins à rapper, chanter et à faire des délires comme ça. Ils avaient samplé quand même I Need Love, donc nous on était encore un petit peu rassurés. Je pense que pour quelqu'un qui écoutait Freddie Jackson ou Luther Vandross, écouter ce truc de Jagged Edge, c'était écouter Jul pour le mec qui kiffe Public Enemy, quoi, tu vois. Oh là là. Tu vois, c'était un truc qui était pas possible. Donc, de toute façon, quand la musique évoluait, et même dans Slow Jam, la musique évoluait, ça pouvait faire des déçus. Donc, c'était des déçus qui restaient nostalgiques et avaient envie de revivre les émotions qu'ils avaient vécues avec la musique comme elle était faite à leur époque. T'as toujours poussé ça. Je me souviens que même encore toi, qu'on appelait l'ancien avec Mike, on disait ouais, l'ancien, il écoute ci, il écoute ça, mais quelque part on savait que t'étais aussi celui qui ramenait T.I. Tu sais, je me souviens T.I. T.I. c'est quand on a fait l'interview de T.I. Ensemble avec Iwan, sacrée interview d'ailleurs. Il s'est barré, tout simplement. Il a été voir Kenny d'Escape. C'est grâce à Lion Scott qu'il était revenu. Ouais. Je me souviens que Lion Scott l'avait suivi dans les escaliers en lui disant « Oh mon gars, reviens finir l'interview ». T.I. avait aucune idée de qui était Lion Scott. Lion Scott il est parti, mais d'ailleurs je pense que Lion Scott ne savait pas qui était T.I. non plus. C'était deux inconnus. Mais Lion Scott qui lui dit « Oh, finis l'interview, il y a 3 mecs là qui sont en train de faire l'interview, viens finir l'interview ». Et il est revenu et il l'a fini. Et je me souviens que, juste rapidement, je prends ma parenthèse parce que je t'ai toujours appelé Laurent. Parce que c'était à ce moment-là où je me suis dit, putain, c'est vrai, ce mec-là, c'est Laurent. C'est pas Laurent. Parce que T.I. faisait un drop pour Slow Jam ou pour peu importe. Tu lui disais, oui, voilà, c'est Génération 88.2, c'est Laurent. Il n'arrivait pas à dire Laurent. Et je me souviens, tu lui as dit Laurent. Laurent. Et tu dis, you know Yves Saint Laurent. C'est, oh yeah, Yves Saint Laurent, for sure. Yeah, I know Yves Saint Laurent. C'est ok, well, that's what it is. It's Laurent. Ah, ils connaissaient tous Yves Saint Laurent, il n'y avait pas de galère. Et c'était ta référence pour leur dire comment prononcer ton nom. Parce qu'avant ça, il me prenait pour un ovni. Tu l'es toujours. Possible, je te jure. Et là, il a fait un drop et il a dit, yeah, this is whatever, King of the South, T.I.P. for my man, Laurent. J'ai dit, ça claque. Donc c'est de là dont ça vient. Je sais pas si tu le savais. Non. Oh, je m'en doutais, ouais. Des drops où il y avait Laurent, j'en pensais même déjà à l'époque de Slow Jam, donc j'ai pas entendu de T.I. C'est vrai. Il y avait Jamie Foxx aussi, qui avait du mal à prononcer ton Laurent. Tu vois, je t'en ai passé des. Il y en a eu pas mal, hein. Il y en a eu pas mal. Il y en a eu plein. Il t'a même fait un jingle Slow Jam. Ah, mais vraiment, ce mec-là. Il a fait une imitation de Luther Vandross. Ce mec-là, c'est vraiment l'artiste absolu, quoi. Il est comédien, écrivain, acteur, très bon acteur, oscarisé. Il fait un podcast aussi que j'écoute, humoriste. Franchement, c'est pour ça que je te dis, à Génération, on a eu de la chance. Je parle pour moi, en tout cas, j'ai eu de la chance, mais je t'inclus dedans, d'avoir pu rencontrer tous ces idoles et toutes ces stars hollywoodiennes, américaines qui le sont encore aujourd'hui. Ouais.
Et ça, il n'y a qu'à Génération, franchement, que ça aurait pu être possible. Ça l'est encore. Ça l'est encore? Ouais, je pense. C'est pour ça que je voulais... Tu fais bien parce que tu clôt l'interview la plus longue du Jabal Café jusqu'ici. Franchement, c'est l'interview la plus longue. Et Panda n'est même pas venue, tu vois, elle t'aime même pas. Elle devrait pourtant. Panda que ça sait que le boss, il est là. elle est cachée quelque part, je sais pas où est-ce qu'elle est. Boss. Donc bravo déjà pour avoir été un homme de radio pendant 20 ans, 21 ans. Ouais, 21 ans en Génération, mais plus que ça si je compte Horizon FM. 25? C'est rien. Laisse-moi, c'est le Jabal Café, laisse-moi faire mon truc. Il y a bien 25 ans. T'es en train de tourner une page, puisque t'as quitté tes fonctions à Génération. Je crois que là, la page elle est tournée même aujourd'hui, je te dis, parce que les derniers résultats dans lesquels mon travail apparaissait sont tombés aujourd'hui. Donc, ils sont comment? Ils sont bons? Ils sont très bons. Ouais. Bah félicitations mon pote. Ouais, eux aussi, félicitations à l'équipe. Félicitations à l'équipe de Génération aussi. Et quand je me prenais la tête à te parler d'un pote et d'un boy en qui je croyais beaucoup, qui est Monsieur Vantard, à qui que j'ai même présenté à Bruno. C'est dire tellement j'y croyais en Vantard. Et j'y crois encore, c'est un vrai gars. Ouais, il est bon. Ouais. Tu vois, finalement, il a jamais lâché son truc. Ouais. Il fait encore son truc. Je l'aime beaucoup, Vantard, même si ça fait un moment que j'ai pas eu de ses nouvelles. Il y a toute une nouvelle génération là, de mecs du hip-hop, comme Vantard, vraiment, je trouve. Lui, depuis longtemps, ça va faire pratiquement 10 ans, lui aussi, qui fait ses trucs avec ses vidéos. Et il y a eu Balou et Titaï, que je connaissais pas du tout. Et je me souviens, tu m'as fait un guet-apens à Génération un jour où tu m'as dit de venir, je me suis retrouvé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? J'ai eu peur. Et j'ai rencontré Balou à ce moment-là, il est super frais. Et Titaï, rapidement, comment tu les as rencontrés? Qui sont-ils? Et j'ai l'impression que tu leur as laissé les clés là, quelque part. Ouais, à Jimmy Fresh aussi. Ah oui, à Slick. Oui, à Slick. Obligé. C'est lui qui a pris les clés, il le mérite bien. Non, en fait, je cherchais un animateur pour le soir, quand beaucoup de nos confrères sont partis. Et j'avais déjà vu Balou, en fait, une année avant. On avait fait un essai. Et je le trouvais déjà super frais sur internet. Et de tous, je trouvais que c'était lui le plus frais. Donc c'est lui que j'ai appelé en premier en fait. Ouais. Et il a fait un essai, je trouvais qu'à l'antenne ça le faisait pas. Et donc du coup j'avais recruté quelqu'un d'autre. Ça le fait toujours pas, c'est son fonds de commerce, crois-moi, c'est pour ça qu'il est bon. qu'il ne change surtout pas. Et là, je sais pas pourquoi j'ai insisté, vraiment, je sais pas pourquoi j'ai insisté. Fais gaffe à ton micro. Je trouvais qu'il avait un vrai truc. Ouais. Et la deuxième fois, il est venu et je trouvais que l'essai était concluant du premier coup. J'ai dit, écoute, là, ça va vraiment le faire. Il était encore perfectible. En 3 semaines, il était bon. Excellent. En 3 semaines, il était bon. Et je trouvais que sur... Humainement, il est comment? C'est un vrai gars? Ouais. C'est un vrai gars, ouais, c'est le meilleur. Alors, c'est lui qui m'a ramené Titaï. Hein. Titaï, je le connaissais pas. Hein. C'est vrai. Il y a que lui qui peut retrouver des oufs comme ça. Parce qu'après, moi, je savais pas qu'il traînait avec des mecs complètement ouf. Mais il a une équipe derrière, en fait. Et son frangin, le dingue. Ouais. Qui, lui, a une carrière devant lui qu'il imagine même pas. Ouais, il le sait pas encore. J'aimerais bien le rencontrer, mais je sais pas si j'arriverai à parler tellement je vois sa tête. Tu sais, il me fait penser à qui? Je te l'avais déjà dit. C'est son vrai frère. Ouais. Tu sais, il me fait penser à qui? C'est le genre d'humoriste à la... comment il s'appelle le pote de Michael Youn là? Celui en fait qui est plus marrant que Michael Youn. Juste quand il est là, sa tête elle fait gaulerie. Comment il s'appelle? Tu vois qui c'est? Le grand queue là. Le grand queue, voilà. Ben voilà, c'est ça. Son frangin, c'est ça. Il est là, il est présent, il fait gaulerie. Et mais j'avais étudié Vantard. Oui, je sais. D'ailleurs, tu m'avais dit, ouais, il est super frais. Réfléchissons. C'était un mauvais moment, mauvais endroit. C'était pas. Je préférais pour ce qu'on avait, parce que j'avais envie de faire en tout cas à Génération. Après, j'étais plus embêté avec ça. Je préférais Balou. Pendant des années. Je préférais Balou de loin. Ouais, carrément. De loin. Et c'est bien, lui c'est co-mérite en tout cas, tu vois. Il n'a même pas eu de copinage ni rien. J'ai été le trouver
moi-même tout seul comme un grand sur un terrain, non, rien. On se connaissait pas, on a appris à se connaître sur le tas. Voilà. Eh ben, bonne chance à lui, bonne chance à Titaï. Ils ont gagné. Et bonne chance à Jimmy Fresh, mon gars slick. Laurent, l'interview, la conversation pourrait durer 4 jours. Comme dirait, on enchaîne. Comme dirait Kelz, I got hits for days. Mais voilà, merci infiniment d'avoir été mon invité au Jabal Café. Merci. Tu vois, je sais que tu es quelqu'un qui aime pas beaucoup voilà, les interviews, les images, les vidéos. J'ai galéré pour trouver un truc sur toi sur internet. J'ai trouvé un truc sur les indés des radios. T'étais frais d'ailleurs. Ouais, c'était pas mal. J'étais obligé de le faire. Non, pas obligé. Comme cette interview. Merci infiniment. Franchement, merci. Tu sais, le Jabal Café, surtout pour ces épisodes-là que je suis en train de faire en ce moment, comme je l'ai dit dans l'épisode 0, c'est surtout des amis et des gens que j'admire, que je respecte et dont je sais ils ont un bon fond. Et c'est des gens bien. Et vous tous qui avez accepté mon invitation, là, les premiers invités, là, vous tous. On a gagné du pognon. Du pognon dans mon cœur. C'est la malle qui a... Arrête. Je dis putain, j'aurais dû regarder les épisodes à la fin, je savais que j'allais partir avec du flouze. Franchement, vous m'avez beaucoup apporté, vous avez accepté mon invitation au Jabal Café. Jabal Café, il est né il y a 10 ans, je t'en ai parlé dès le début. Ouais. Tu l'as totalement dérespecté au début. Grave. Encore plus maintenant. Après, j'y vais. Je me suis dit, autant être à la hauteur du manque de respect, on va aller saboter ce bordel. Et vous tous, que ce soit Julien, que ce soit Anouk, que ce soit Benoît, que ce soit Anna, que ce soit plein d'autres, tous ceux qui sont à venir encore, vraiment vous me donnez beaucoup de force, beaucoup de soutien et je vous remercie et je te remercie vraiment. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Laurent, maintenant que tu as quitté tes fonctions à Génération, dont franchement je trouve que tu as très bien fait, c'est vraiment une excellente décision. Je peux te demander où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire, où est-ce que tu... Bah ici. Avec moi au Jabal Café? Ouais, j'ai atterri ici. La place est déjà prise, mec, il y a Panda. Ah merde. Il y a Panda. Ouais, mais Panda et WAM, il y a une symbiose. Il n'y a pas de galère. Il y a des trucs que tu comprends pas avec Panda. Mec, t'es le bienvenu et j'aimerais bien avoir mon épisode aussi du Jabal Café Tout de suite là. Pas du tout. Un thé, on y va. Oh là là. On va arrêter ça tout de suite et on n'est plus amis. Comme ça c'est clair. Non, sérieux, merci. Bonne chance. Bonne chance pour tout le reste. Bonne continuation. Merci de m'avoir influencé en tant qu'homme de radio. Merci de m'avoir donné 80%. Allez, 70. Entre 70 et 80% de ma culture musicale. Et merci pour ton amitié, c'est tout. Ça fait vraiment chaud au cœur. C'est tout. Merci à toi la famille. Allez mon pote, donne-moi un hug. Bien accueilli ici, hein, rien à dire. Voilà, c'est fini.